L'homme qui considère sa vie comme dénuée de sens n'est pas tout simplement malheureux, il n'est pas tout bonnement fait pour la vie. Car la vie n'est pas un long fleuve tranquille, on le sait. La vie est belle, elle est courte, elle est dangereuse, mais elle mérite d'être vécue. Mesdames, Messieurs, bonjour, très heureux de vous retrouver ce mercredi 29 juillet de l'an de grâce 2020 pour une nouvelle édition de DBS Matin. Nous sommes très heureux de vous savoir, très nombreux d'ailleurs devant vos petits écrans pour cette nouvelle édition, la troisième du genre de cette semaine de DBS Matin. Nous allons justement souhaiter un bonne arrivée à Kwekam Gabel Christine. Il faut le dire d'ailleurs, c'est la fille de Valère Kwekam et celui-là qui s'occupe en tout cas du fan club, président du fan club de DBS Matin, dont la fille est arrivée en tout cas sur cette terre, on n'espère pas de misère, mais surtout de bonheur depuis lundi dernier. En tout cas, à elle, nous souhaitons tout simplement la bienvenue. Mesdames, Messieurs, puisque nous sommes là, vous le savez très bien, tout au long des 2 heures à venir, nous allons vous entretenir par le décryptage de l'information. Mangue Venatius, good morning, welcome. Good morning, Steve. How's it? I'm fine. Ça va bien? Good morning to our viewers. Ok, j'espère que vous allez déjà bien. No, I'm fine now. Ok. Alain Joe, bonjour, bienvenue à vous. Bonjour Steve, et bonjour également à tous ceux qui nous regardent ce matin. Je salue particulièrement Boumébel qui est déjà en place, qui nous regarde ce matin. Je salue également ceux qui nous regardent du côté de Bolowa. Je salue également ceux qui nous regardent du côté de Zamelima. Et bien sûr du côté de Yaoundé. Bon, ok. Bon, il ne termine pas Yaoundé, hein? On comprend. S'il ne termine pas Yaoundé, il n'y a pas de souci, on comprend parfaitement. C'est là-bas qu'elle se trouve. Hein? Ah non. Et bien voilà. Messieurs, si vous êtes là, c'est pour l'information traitée par nos confrères de la presse écrite camerounaise, africaine et internationale. La première partie en langue anglaise, c'est avec Mangue Venatius. For this midweek edition of What Papers Have, this Wednesday, the 29th day of July 2020, the Guardian Post newspaper tells us that after the landmark achievement within 6 months, the Port Authority of Douala Board extends duration of container terminal management by 3 years. But on a contrary note, NEO on their part say they are losing over 60 billion francs CFA a year to electricity fraud. Then in the northwest and southwest region crisis, the paper tells us that the international community is being accused of paying lip service over solution to the Anglophone crisis. Then as tension brews in the west region, a senior divisional officer threatens to dethrone a vocal traditional ruler, as we read on page 3. The government-owned Cameroon Tribune opens with COVID-19 screening that has been taken to the market as the mass screening exercise began yesterday in Yaoundé. And the paper tells us that it is an arena where the respect of barrier measures is a problem. The paper equally tells us that the team made their first stop at the Mokolo market, as we read for details on page 13. Then fight against Boko Haram in the far north region. Cameroon Tribune on page 5 tells us that over 200 fighters surrender, with some over 60 who were recently presented to the Far North Regional Center for Disarmament, Demobilization and Reintegration in the presence of the governor of the Far North region. Then talking about the salaries of medical personnel, the paper on page 7 brings to us clarifications on cancelled allowances, an amount of 2,400 francs said to be technical allowance doubly paid the personnel since 2002 has been annulled by over 4,000 state agents and civil servants. Read for details as given by the Director of Human Resources in the Ministry of Public Health on page 7 of Cameroon Tribune. It is on the same note that Le Jour newspaper tries to give out reasons why medical personnel are angry, and on page 9, the paper comes back to the circumstances that led to the cancellation of the allowances. The paper indicates that we already have 1,500 signatories to a petition addressed to the head of state. Then on page 5, Le Jour newspaper summarizes the resolution of transport companies simply that toilets are no longer payable
in their agencies, and thus follows the incident that happened last week in Douala with the killing of a gendarme officer. The Herald Tribune newspaper, after the fire incident at the Yaoundé General Treasury, says the Minister of Finance steps in to ensure service delivery. In Boya, the paper says the subdivision regains its original nomenclature and further informs us that an award is being initiated in honor of a first Cameroonian female medical doctor. L'Oeil du Sahel has their focus today at the nature of police control posts at the borders between Cameroon and Central African Republic. Le Messager newspaper presents the Secretary General at the Presidency of the Republic, Ferdinand Ngongo, as the President, as he rules on very high instructions of the President of the Republic that no other person can either verify or contest. Then the paper equally tells us that preparations for this year's Tabaski feast has been infected by COVID-19. The management of National COVID-19 Solidarity Fund, the paper says there are still doubts as concerns the handling of gifts in kind after the clarification of the Prime Minister and the Minister of Public Health. We take away from what papers have in Cameroon, we take the Business Day newspaper in Nigeria that says Nigerian banks could see the biggest yearly decline in revenue since 2016 by the end of this year, as banks are dealing with slow growth, fall in lending, a lack of a foreign exchange in the market, and asset quality. In South Africa, the Sowetan Lives newspaper tells us that 5 teacher unions met Basic Education Director last Monday to find out when the Minister of Basic Education will reveal details about the management of the rest of the academic year following the announcement of the President recently. In East Africa, the Herald newspaper in Zimbabwe says more nurses and additional staff are being recruited to conduct the PCR test urgently to cope with the rising number of people infected with COVID-19, with the possibility of intensified localized lockdowns in worst affected suburbs now being considered. The New Times newspaper in Rwanda, still east of Africa, talks of why Rwanda amended anti-money laundering law. Was it out of a rise in cases and incidences? Was it in the quest to make the environment for investors more attractive? Read for details in the New Times newspaper on our newsstands today. Away from Africa, the Guardian newspaper in Britain talks of a huge growth in free school meals that was urged to tackle food poverty crisis. And we end with the Herald newspaper in Scotland that tells us that Scots retail market suffers £1.9 billion hit in virus fallout, and there are demands for Chancellor to provide more support for businesses. Steve, these are some of the information that we have from papers in Cameroon, Africa and the world. Merci beaucoup Mangué Venachos pour cette revue de presse en langue anglaise. On va également retenir, il faut le dire, la grande une de Le Messager ce matin qui nous parle de la gouvernance par procuration. En tout cas, c'est lui le président, titre d'ailleurs le journal ce matin, hein, le quotidien Mutation, enfin Le Messager, je sais pas pourquoi je reviens tout sur Mutation, parce que je l'aime bien. Le Messager, on nous fait savoir d'ailleurs que le Ferdinand Ngongo, eh bien, c'est lui le chef de l'État. Hein. C'est lui le président. J'espère qu'il allait pour vous nous dire ça. No, because he rules on very high instructions of the head of state. You cannot bypass him to ask the head of state, did you say so? So he can appoint you as... Ouais, il ne faut pas également oublier que c'est le ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République. Peu importe qu'on soit ministre d'État, on est sous, il faut le dire, l'autorité du Premier ministre. Ça, il faut que tout le monde le sache. Allons-y cette fois-ci en langue française avec Alain Diok. Commençons par le quotidien Le Jour qui évoque justement les raisons de la colère des médecins. Le journal fait d'ailleurs un retour sur les circonstances de la suppression d'une prime. Selon le journal d'Aman Mana, déjà 1500 signataires d'une pétition adressée au chef de l'État.
En page 5 du même journal, l'on nous renseigne que dans les compagnies de transport, les toilettes ne sont plus payantes, dû justement au maître qui s'est passé, donc c'était la semaine dernière dans une agence de voyage. Le journal fait également un reportage sur le quotidien de ce qu'il appelle les laissés pour compte de notre société. Un jeune qui parle de sa vie dans une brouette. Le hebdomadaire Le Soir fait également une incursion justement dans la gestion du gouvernement des fonds spéciaux Covid-19. Le journal qui constate que depuis 2 semaines, la gestion de l'argent consacré à la lutte contre le coronavirus au Cameroun est au centre d'une polémique. Le Premier ministre vient donc de trancher, nous dit le journal. Le quotidien Cameroun Tribune évoque le dépistage du Covid-19 et parle des équipes qui sont à l'assaut des marchés. Le quotidien Capitaux Publics nous renseigne que les caravanes mobiles de testing de masse ont démarré hier dans ces espaces commerciaux où le respect des mesures barrières rencontre de nombreuses résistances. Premier arrêt, marché Mokolo, où le risque se sont heurtés, donc en tout cas les équipes qui sont heurtées à l'insouciance des populations cibles, nous dit le journal. Pas de quoi justement doucher l'enthousiasme des organisateurs qui visent justement le maximum des personnes au sein de la communauté. Autre lieu, autre fait, les affaires jugées du TCS, toutes les décisions dans un coffret. En effet, la juridiction vient de mettre à la disposition du public 5 tomes contenant justement une centaine d'arrêts sur les 225 rendus depuis son entrée en service le 15 octobre 2012. On y apprend que plus de 9 milliards de francs CFA sont rentrés dans les caisses de l'État dans le cadre de la restitution des corps du délit. Le hebdomadaire régional d'information du Nord Cameroun, l'œil du Sahel, de notre ami Guibaï Gatama qui présente le visage d'un poste de police à côté de frontière Cameroun, RCA, une petite case justement avec à sa devanture un petit drapeau. En page 7 du même journal, l'on nous informe que 155 ex-Boko Haram sont recasés donc à Méry dans l'extrême nord du pays. Le journal Essinga y voit justement les sanctions contre les chefs traditionnels avec la main lourde du pouvoir dans le Grand Sud. Justement, en effet, selon le journal, la tolérance qui entoure les dérapages des gardiens de la tradition, d'ailleurs, contraste avec la tendance à l'humiliation tout azimut que subissent leurs collègues des régions du centre, sud et est. Nous dit le journal, le quotidien, le messager titre « Gouvernance par procuration », c'est Ngongor, le président. À en croire donc le journal, le Minetat, secrétaire général, règne donc sans partage avec les formules du genre sur très haute instruction du président de la République que personne ne peut vérifier ni contester. Pour le journal, Dieu confiné, le vice-dieu est Dieu. Le journal essentiel du Cameroun s'intéresse donc au régie du terminal à conteneurs avec ce que le journal appelle stratégie gagnante. En effet, le PAD avait créé la régie du terminal à conteneurs du port autonome de Douala-Bonabéry pour prendre le relais de DIT, le concessionnaire déchu. Justement, stratégie payante et rentable pour le Cameroun qui vient donc de prolonger l'activité de la RTC pour au moins 3 mois, nous dit, 3 ans, nous dit le journal. Le quotidien de l'économie évoque des réformes pour redynamiser la CEAC. Selon le journal, l'entrée justement en vigueur prochaine du traité révisé de la communauté économique des États de l'Afrique centrale déjà ratifié dans 7 des 11 pays membres vise entre autres le processus d'intégration, nous dit le journal. Direction le Gabon avec le journal L'Union qui barre à son pied de une Covid-19 Gao Clusters. Tenant hier donc à toute première conférence en tant que justement ministre de la Santé, Guy Patrick Obiang a confirmé la tendance baissière des infractions du Covid-19, mais souligne l'existence donc des clusters, ces foyers de contagion qui font justement courir le risque d'un rebond
épidémique et qui pourtant insistait le gouvernement à la prudence donc quant à des annonces sur des nouveaux allègements des restrictions, nous dit le journal. Au Congo, là-bas, les dépêches de Brazzaville parlent des préparatifs de la prochaine rentrée scolaire qui ont donc commencé. En tout cas, le journal nous dit que le gouvernement congolais et ses partenaires réfléchissent déjà à la rentrée scolaire 2020-2021. La question a été au centre des échanges entre le ministre en charge des enseignements primaires et la représentante de l'UNICEF, nous dit le journal. Direction la France avec le journal Le Monde qui indique que le chômage de masse s'amplifie du côté de la France. La réalité de la crise économique provoquée par la pandémie du coronavirus est bel et bien là. Selon les chiffres publiés donc par le ministère du Travail lundi, plus de 6 millions de personnes en activité là-bas ou non catégorisées étaient à la recherche d'un poste en juin sur l'ensemble du territoire français. Terminons par le quotidien sportif, l'équipe qui titre ambitieux Alaphilippe pour parler justement de Julien Alaphilippe qui ne sera pas au départ du Tour de France le 29 août au 20 septembre pour y jouer le général, mais compte bien donc être un acteur de la course à sa façon, nous dit le journal. Son regard se porte déjà un peu plus loin sur le championnat du monde, nous dit le journal. Voilà Steve, les différents sujets traités par la presse ce matin. Le reste, c'est en kiosque ou chez votre marchand de journaux. On va également noter la hausse du chômage du côté de la France et sans oublier que The Herald du côté de la Grande-Bretagne nous faisait savoir ce matin que c'est tout simplement la pauvreté ambiante qui est en train de grimper. Et quelque part, on s'est rendu compte que dans les écoles, la nourriture manque déjà du côté de la Grande-Bretagne, comme le montrait d'ailleurs The Herald de ce matin. Allez donc savoir ce qui se passe du côté de l'Europe. Voilà les personnes qui ont souvent été les donneurs de leçons, qui sont en train de souffrir et ils ont oublié tout simplement que c'est en Afrique qu'ils viennent souvent chercher justement la nourriture. Eh bien, c'est quand même compliqué, mais bon, c'est ça aussi la vie. Eh bien, messieurs, parlons également de la gouvernance par procuration. C'est la grande une de Le Messager ce matin. En tout cas, c'est eu le président titré d'ailleurs le quotidien pour Le Messager, Ferdinand Gongo, ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République, règne sans partage avec des formules du genre sur très haute instruction du président de la République, comme tout à l'heure Marguerite Vernach venait pour, il fallait d'ailleurs le faire, hein, ou encore que personne ne peut vérifier ni contester. Steve, actually when you cited something that whether being a secretary at the presidency of the Republic, whether being a minister of state, that he is under the prime minister, these are some of the issues that when I look at it, I don't understand. Maybe it's my own ignorance. I don't understand la hiérarchisation à la tête de l'État in Cameroon, because there are documents that you find it is the Secretary General who has signed it. I think the Secretary General, well, that is my own way of reasoning. I may be wrong. I think the Secretary General is the Secretary at the presidency, just like the secretary in any other ministry. And then when he signs a document, it is you don't even see I would have think that. Non, il y a une chose que vous devez savoir, il y a une loi qui dit quand même qu'il a le droit à la signature. Ça, il faudrait que vous le sachiez. Il a droit. Donc, attendez qu'on vous explique justement certaines choses. Il a droit à la signature. Ça, il faudrait que vous le sachiez. Mais maintenant, en ce qui concerne la hiérarchisation, c'est là où peut-être il y a un gros problème. That's where I'm going to. Et le gros problème, c'est justement ça, la hiérarchisation. Quand on est ministre d'État, peu importe qu'on soit secrétaire général à la présidence de la République, on est sous l'autorité. Steve, that's where I'm going to. Quand on est là-bas, secrétaire général à la présidence de la République, on a droit justement à la signature. That is, you have a point. The clarification is okay, but my worry here is like the weight of the Secretary General at the presidency of the Republic is more than that of the Prime Minister in Cameroon. That's where my problem is. À un moment donné, c'est justement, vous avez totalement raison that is where my problem is, dire. Hein. Because we feel his authority. On a l'impression souvent que le secrétaire général de la présidence de la République est le vice-président. Le vrai ministre n'a aucune parole, en tout cas, devant lui. And that is why I want even to go back even to the Constitution. The Constitution should not give that signature to the Secretary. That signature should have been to the Prime Minister. Because if we want to look at, the Prime Minister is the head of government, which means government, any other thing above the President is the Prime Minister. If we have to look at... Normalement, le secrétaire général de la présidence de la ministre d'État représente le gouvernement au sein de la présidence de la République. Actually, so that's why I was thinking that even the Constitution should have given that right to the signature to the Prime Minister and not his secretary. Because when you give it to the secretary,
it places the secretary. Ça, c'est ce que vous dites, mais selon la constitution camerounaise. That's what I'm saying. That's my own way of reasoning. Je vous comprends parfaitement. Et quelque part, quand le messager nous fait savoir ce matin que parfois il prend des décisions, je ne sais pas s'il prend réellement les décisions. Ça, il faudrait qu'on le sache. Steve, mais bon, the clarification there is on the high instruction of the president, you cannot bypass him to ask the president, did you ask him to appoint Mange as the governor? Oui, peut-être que vous avez raison. Nous ne sommes pas là-bas. Nous ne savons pas ce qui se passe. He can decide to make me a minister. And with the signature of the president, I am a minister. And nobody contest. Là également, il y a un autre problème. Je vais me tourner vers Alain Jogues. Il y a également un autre problème parce qu'on a souvent l'impression que le chef du gouvernement, qui est le Premier ministre, ne nomme pas souvent son gouvernement. C'est le problème que nous avons également dans le pays. Nous avons d'ailleurs fait venir ici, sur ce plateau, le docteur Issomba qui nous a expliqué pas mal de choses là-dessus, en nous faisant savoir justement que dans notre pays, on a l'impression plutôt que c'est le chef de l'État qui nomme le gouvernement et que le Premier ministre joue juste un rôle, il faut le dire, de façade. Of course, Steve, because you cannot appoint the Prime Minister and his ministers on the same day. Okay, unless that he contacted him, they prepared the government. No, in the normal circumstances, appoint a Prime Minister, give him 1 week to form his government, or give him 3 days to form his government. Normalement, c'est comme ça que ça se fait sous d'autres cieux. That gives him the hand over the government. But you form him with his government. All of them are installed on the same day, practically. Vous avez souvent vu dans les journaux, ces derniers temps, si on est en train de chercher déjà à savoir, bon, il y a des gens qui rêvent déjà de voir un nouveau gouvernement. Hein, ils sont même allés jusqu'à dire que d'ici quelques jours, on va avoir un nouveau gouvernement. J'ai souvent dit, je le répète à qui veut. Voilà, j'ai déjà dit à plus grand monde que ne vous attendez pas toujours. À chaque fois que vous allez voir les journaux dire on attend un gouvernement, vous allez attendre encore très longtemps. And that is why they are making like this, and this thing is prolonging. Because when you say government, maybe they change it. Oui, et Steve, je voudrais quand même revenir sur un certain nombre de choses que je viens d'écouter tout à l'heure. Il faut d'abord dire que oui, c'est vrai que les gens n'ont pas de l'impression. Ça reste juste l'impression. Or, le gouvernement qui est en place actuellement, je crois que le Premier ministre a été nommé avant tout le monde. C'est toujours comme ça. Le Premier ministre a été nommé avant tout le monde. Ça voudrait dire que, tel que les choses se déroulent, même si on n'est pas là, ça voudrait dire quand même que, après consultation du Premier ministre, on a nommé maintenant les autres ministres. C'est ce que ça veut dire. Puisque si on les nommait au même moment, là, ça devait présenter ce visage dont vous êtes en train d'évoquer tout à l'heure. Mais si on a nommé le Premier ministre avant, ça veut dire... At 1 o'clock? Oui. Oui. And then the other ones at 5 o'clock. Absolument. On ne sait pas comment est-ce que le travail du gouvernement est le plus important. Donc, moi, je pense qu'il ne faut pas créer un environnement de soupçon inutile. Maintenant, deuxième chose, c'est que justement, cette polémique a démarré depuis la délégation des signatures par le président de la République au secrétaire général, la présidente de la République. C'est là où la polémique a commencé. Et je me dis toujours que les gens font comme si c'est aujourd'hui qu'ils connaissent le président Paul Biya. Moi, je suis né... Ça n'a pas commencé sous Paul Biya, même sous d'autres cieux. En fait, moi, je voudrais dire... Il y a toujours une délégation de signatures. Là, en ce moment, je ne parle pas de la délégation de signatures. Là, en ce moment, je parle même de la façon dont il gère le pays. Je pense que ce n'est pas quelqu'un qu'on voit tout le temps. C'est pas quelqu'un qu'on voit tout le temps. Et donc, quand tout le temps, à chaque moment, c'est le secrétaire général qui fait des sorties et il dit, sous haute institution du président. Selon nos confrères, il faut bien s'arrêter, il ne faut pas affirmer les choses. Les gens ont souvent l'impression que le président de la République, ce n'est pas lui qui prend toutes les décisions. Et je pense quand même que si on est dans un État qui est sérieux, on ne peut pas, à répétition, dire sous haute institution du chef de l'État sans que celui-là même qui est chef ne réagisse. Donc je crois que c'est juste, il ne faut pas créer un environnement de soupçon inutile. Je pense que celui qui est là fait justement son travail. C'est comme ça qu'il fait son travail. On peut maintenant discuter dans la façon dont il fait ce travail. On peut en discuter, mais c'est comme ça que lui, il trouve mieux. Donc, je crois que... En tout cas, parlant de la délégation de signatures, je tenais à dire à Mange Vernachus que ça, c'est possible, c'est faisable, c'est depuis la nuit des temps. Oui, même que ce soit en France, ça se fait. Même soit idiot, c'était comme ça. Bon, maintenant, revenons en tout cas avec la grande une de Le Jour ce matin. Eh bien, Le Jour connaît les raisons de la colère des médecins. Eh bien, la suppression d'une prime, hein, ça il faut le dire, et actuellement, on a 1500 signataires d'une pétition adressée au chef de l'État camerounais, Paul Biya. Je pense que je suis parfois embêté de parler des sujets comme ça parce que je ne sais pas pour quelle raison, pour quel intérêt il fallait, à l'heure où les médecins sont en pleine lutte du Covid-19, je ne sais pas quelle opportunité, quel intérêt à cette décision-là. On pouvait peut-être attendre. Je ne vois pas pourquoi la suppression de cette prime-là, alors qu'on devait plutôt ajouter, parce que dans d'autres pays, on ajoute plutôt
aux médecins qui sont sur le feu des projecteurs pendant cette pandémie. Donc, je ne comprends pas. Pourquoi est-ce qu'on ne réduirait pas le train de vie, justement, des membres du gouvernement? Absolument. Et qu'on le coupait également leur salaire et, justement, reversait ce salaire à ces médecins. Moi, j'ai un gros problème, en tout cas, dans ce pays. J'ai souvent dit, je vais le répéter à qui veut l'entendre, il y a deux, il faut le dire, deux métiers dans ce pays qu'on ne respecte pas. Il y a les médecins et les enseignants. Les enseignants, oui. Normalement, ces deux, je ne vais pas dire que les autres métiers ne doivent pas être respectés, mais vous allez voir, par exemple, aujourd'hui, la clochardisation des enseignants. Il fut une époque où, moi, je me rappelle, j'étais encore au collège, au lycée, quand vous voyez un professeur, un enseignant au collège, dans un CES ou bien peut-être dans un lycée, il était bien nanti, il avait une voiture. Aujourd'hui, messieurs, c'est la catastrophe. Absolument. Maintenant, on prend le cas avec les médecins qui sont en train de lutter nuit et jour. Il y a même certains médecins, moi j'en connais un qui est un ami, un frère, pour arriver chez lui, parfois il fait 1 semaine, 2 semaines avant d'arriver chez lui. C'est très compliqué, c'est ça que je dis. Un matin, on se lève, on dit, bon ok, on lui a coupé une prime. Là, il choue le coup alors que le mec, il est au four et au moulin pour sauver des vies. Quand on sait pertinemment que ce pays est en train de bosser, vous vous rappelez que jusqu'à preuve de contraire, nous sommes quand même l'un des pays où on sauve énormément les malades du Covid-19. Il y a plus de guéris que de morts. Et qu'un matin, quelqu'un se lève, je crois que c'est pour ça que je disais la semaine dernière que c'est le gouvernement en place qui crée des conditions pour que les gens justement se rebellent. On ne peut pas comprendre pourquoi en ce moment précis. Pourquoi seulement en ce moment précis? Quel intérêt il y a en ce moment? Je vous dis une chose, on a vu le cas sous d'autres cieux. C'est ça la grande interrogation. Il faut le dire, les membres du gouvernement, dire que bon, ok, j'enlève de mon salaire. Si on partait vraiment un matin, moi j'aimerais bien dire à nos confrères de se lever le matin et nous donner le salaire de tous les ministres, du Premier ministre, jusqu'à tout ce beau monde-là, tous les ministres, les directeurs généraux. Pourquoi est-ce qu'on ne les coupe pas le salaire? Steve, pourquoi on ne supprime pas leurs primes? Steve, vous imaginez pour voyager par exemple un vendredi pour aller dans un séminaire, combien on dépense? Steve, just what you are saying. When this crisis started in Rwanda, the president, members of the National Assembly, ministers and all senators, their salaries for the month of April and May were suppressed, were cancelled. They were not to have any salary to help the country fight the war. Whereas with us here, we're buying cars, on a payé les voitures en tout cas pour les parlementaires. For MPs. Now, money has been given in billions. The management is a problem. Gifts have been given, assistance have been given in cash. The management is a problem. Remember that we are talking about these allowances or bonuses that Njok is saying. They were being paid to this health personnel since 2002. Now, we are coming now, the Director of Human Resources at the Ministry of Public Health, like Cameron Tribune, is trying to explain reasons why they are deciding to suppress them, to cancel them this time. Whereas other countries like Zimbabwe, they are recruiting more nurses, more doctors, to make sure that they fight the pandemic. I don't understand how we are trying to go into mass screening. Mass screening means we will need more health personnel. And we are suppressing the allowances. C'est quand même bizarre. Au moment où on a justement besoin de la main d'œuvre, ça il faut le dire. So there is something wrong in the management of this country. Le problème c'est qu'on peut comprendre que l'État a des problèmes de trésorerie. Ça, c'est compréhensible. Mais je dis, they are priority sectors. They are priority sectors. On peut comprendre, mais c'est pas à retrancher justement les primes des médecins. Il y a des poches. Vous voulez le bon exemple, que les ministres sortent, le Premier ministre avec les gars, ils disent, bon, ok, à partir d'aujourd'hui, moi, mon salaire, par exemple, dès aujourd'hui, pendant 1 an et pendant la durée du Covid-19. Non, mais le salaire est personnel. J'enlève 1 million. On ne peut pas demander aux gens de il n'est pas personnel. Bon, les autres pays, comme par exemple le Zimbabwe, partout. Oui, mais ça, c'est bon. Jackson, when you look at most of these ministers, they have the bonuses. Mais je dis au niveau des avantages. Là, on peut parler des avantages parce que le salaire est personnel. On n'a rien à voir avec le salaire des ministres. Parce que c'est son salaire. Maintenant, au niveau des avantages. The bonuses, the allowances that they have. C'est en ce moment qu'on peut dire, on peut réduire. Je vous rappelle qu'un membre du gouvernement travaille pour le peuple. Absolument. Il faudra que vous le sachiez. Mais pour le peuple, il a en retour une rémunération. En retour, une rémunération. Ce qui lui est dû. Il travaille pour qui? Pour le peuple. Donc dès lors où le peuple souffre, il doit regarder le peuple pour lequel il travaille. That is it. It's not like being they are. Vous travaillez pour nous, vous ne travaillez pas pour vous. Oui. Ça, il faut que vous le sachiez. Mais en droit, le salaire est personnel. Écoutez, je vous dis une chose. Quand vous travaillez pour moi, normalement, moi, je dois demander la suppression de votre salaire.
vous devez demander. Bon, d'accord, vous avez bien compris. Merci, monsieur, d'avoir été là ce matin pour cette revue de presse. En tout cas, il faut le préciser, hein, toutes ces informations sont à lire dans les colonnes de ces journaux et quotidiens que vous trouverez en kiosque ou alors sur votre marchand de journaux. Merci à vous, Mangué Bernache, d'avoir été là ce matin. Merci également à vous, hein, Alain Djok, d'avoir été là. J'espère que tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes. Je sais que vous étiez assez souffrant et que vous êtes en état de convalescence. J'espère que tu iras pour le mieux dans le meilleur des mondes et que le ventre va vous laisser, hein, dans les jours qui viennent. I hope so, Steve. J'attends toujours qu'on mange le hachou, hein, bien. Very soon, I think that Madame is listening and that she will do something. Mesdames, messieurs, vous l'avez compris, tout de suite et maintenant, nous allons prendre la chronique d'Hervé Moukouri. On va s'intéresser à la chronique de Hervé Moukouri dans un instant. Ça, il faut le préciser également, le temps pour lui de venir nous retrouver, en tout cas dans sa chronique de ce matin. Eh bien, il va revenir sur la mise en garde du préfet des hauts plateaux, roi des Bamendjou, Sa Majesté Jean Ramo Soukoudjou, qui avait d'ailleurs organisé, ça, il faut le préciser, une réunion chez lui. Malheureusement, le préfet avait déclaré haut et fort qu'il n'a pas reçu justement une autorisation à manifester. On ne sait pas si c'était justement une manifestation ou alors c'était une réunion. Mais je pense pour ma part que quand on est chef de village, ou alors chef roi, et ça il faut le préciser, on a le droit de recevoir des gens ce soir, même si ce sont des hommes politiques. On parlait justement lors de cette réunion de ces personnes qui avaient envie justement de reparler, il faut le dire en tout cas, de la politique au Cameroun, de la politique en tout cas, et surtout des partis politiques. Aujourd'hui en tout cas le préfet, il faut le dire, hein, sur les réseaux sociaux on en parle ces derniers temps, c'est en lui demandant de laisser faire les rois, de laisser faire également les chefs, parce qu'avant même que l'État n'existe, ça il faut le préciser, les chefs étaient déjà là. Et je pense même pour ma part, jusqu'à preuve de contraire, que c'est au chef traditionnel, au chef de village, au roi, justement, de montrer la bonne gouvernance, de montrer justement comment on peut gérer un État. Hervé Moukouri est déjà là ce matin. Hervé Moukouri, bonjour, bienvenue à vous. Bonjour Steve, c'est la catastrophe ce matin, mais nous sommes là. C'est l'essentiel. Oh, vous savez, hein, la vie n'est pas un long fleuve tranquille. C'est pas facile. Vous savez, on peut se lever du mauvais pied et les choses vont parfois très mal. Mais vous savez, c'est ça aussi les conditions du direct. Et c'est souvent très compliqué. Très mais on joue avec, hein, vous devez le savoir. Si vous êtes là, c'est l'essentiel, ça il faut le dire. Eh bien, je me disais d'ailleurs à nos téléspectateurs que ce matin, dans votre chronique, vous revenez en tout cas sur la mise en garde du préfet des hauts plateaux au roi de Bamendjou, Sa Majesté Jean Ramo Soukoudjou. Et si notre pays est aujourd'hui asphyxié, c'est justement pour la plupart des raisons à cause de nos administrateurs. Il faut dire que notre pays, avec l'aide des administrateurs, qui tirent d'ailleurs les marrons du feu, périclite dangereusement. Le peuple qui n'a toujours pas conscience de son pouvoir continue malheureusement à faire confiance à ses gouvernants aussi le progrès et à l'amélioration de leur cadre de vie à travers des actions de développement. L'avenir ne s'annonçant pas sous des meilleurs auspices, les compatriotes se sont donc levés pour mettre en pratique la citation d'Amadou Kourouna: quand on ne sait pas où l'on va, qu'on sache tout au moins d'où l'on vient. Compatriotes éclairés qui sont donc rendus chez le chef Bamendjou et composés pour la plupart des acteurs de la société civile. Malgré le temps, il faut le dire, qui passe, le chef Bamendjou conserve toute sa lucidité. À cela s'ajoute une sagesse indéfectible. Sur ce plan, il faut le reconnaître, il n'a rien envié au roi Salomon. C'est auprès de ce garant moral et physique des valeurs ancestrales que sont allés s'abreuver ces acteurs de la classe politique et de la société civile regroupés au sein d'un mouvement dénommé Cadre de concertation citoyen. Ces activistes ont compris que les conseils d'une autorité traditionnelle de ce calibre seraient une plus-value pour permettre au Cameroun de sortir de l'impasse, tout au moins de proposer des pistes de sortie des crises. Le régime de Yaoundé n'étant pas, vraiment il faut le reconnaître, en odeur de sainteté avec le roi de Bamendjou, dont pas enclin à le solliciter, des initiatives comme celle-là sont des occasions appropriées pour recueillir des conseils avisés de cette autorité traditionnelle, j'allais même dire hors échelle. Dommage que le régime de Yaoundé redoute le roi Jean Ramo Soukoudjou. Ce régime, à travers ses administrateurs plus ou moins zélés, l'a encore démontré après justement ces rencontres avec la sortie du préfet des hauts plateaux, Yampen
Ousmane, qui après cette rencontre a mis en garde l'autorité traditionnelle d'avoir organisé en sa chefferie une réunion de concertation politique non déclarée. Une sortie que je qualifierais personnellement de bancale et sans objet, qui a eu le mérite de ridiculiser, moi je trouve, le préfet. Chose curieuse, le préfet en question est lui-même issu d'une communauté dont le pouvoir du chef traditionnel est d'une puissance remarquable. Le roi chef Jean Ramon Soukoudjou, bien cassé dans ses propos par rapport à la gouvernance du pays, ce qui n'a pas tort complètement, n'a jamais manifesté dans aucun parti politique, n'a jamais influencé ses sujets sur un quelconque choix. Bien au contraire, ce sont ces sujets omnibulés par des intérêts obscurs qui ont choisi de se désolidariser de l'acte posé par le roi, comme si ce dernier avait commis un crime, je ne dirais pas de lèse-majesté, mais un crime présidentiel. Monsieur? Ben là, c'est tout simplement ce qu'on pourra dire. Ben, même si quelque part on est en train de nous faire comprendre une chose simple, c'est que Sa Majesté est un peu upéciste. Il était, dit-on. Il était, dit-on. Bon, vous savez que le parti politique non, qui fait peur le plus au Cameroun, c'est l'UPC. Oui, oui, bon. Enfin, donc, dès que vous êtes, vous penchez de ce côté-là. On s'est méfié un peu de Bassa et de Bamilé. Voilà. Que là, ce sont des gens à maîtriser. Il faut les maîtriser immédiatement. On ne sait pas ce qu'ils sont allés chercher là. Voilà. Donc, il se susurre justement que. Bon, on dit, mais en fait, c'est quelqu'un qui a une liberté de ton. C'est normal d'avoir. Et quand on est chef, de parole également. Voilà, quand on est chef, il faut quand même qu'on ait des prises de position par rapport à son pays. Bon, mais comme Yaoundé aime toujours, je vais peut-être dur ou alors aime les lèche-bottes, mais en fait, il faut toujours trouver un chef charismatique qui lui pense autrement que les autres. Et qui, ce n'est pas qu'il pense négativement, en fait, c'est qu'il dit les choses dans toute leur cruauté ou alors dans leur... dans la véracité. Oui, dans toute leur véracité. Donc moi je pense que c'est quelqu'un que lorsqu'il reçoit des personnes, la société civile ou les acteurs politiques, ce n'est pas pour aller leur dire allez brûler, bien au contraire, il appelle, d'ailleurs je crois que... Il leur demande de s'organiser mieux. Très influente, sinon une personne très influente qui a demandé que parlons de tout au Cameroun, mais ne parlons pas de sécession. Il aurait pu dire je supporte fermement, n'est-ce pas, ces séparatistes qui veulent la division du pays. Mais il a dit non, faites tout. Mais en plus, il a même dit encore, je crois c'est dernièrement qu'il a déclaré, on peut trouver la paix sans faire la guerre. Oui. Voilà. Merci beaucoup Hervé Mokoui d'avoir été là ce matin pour cette chronique. Au plaisir de vous retrouver très prochainement. Passez une très bonne journée. Le thème de ce débat ce matin, c'est tout simplement Cameroun, coronavirus. 87% des entreprises camerounaises ont mis en chômage ou réduit leurs effectifs. On va d'ailleurs savoir pourquoi. Nous avons justement deux invités qui sont là ce matin. Bonjour Cathy, bonjour et bienvenue à vous. Bonjour Steve, bonjour aux copanélistes. Bonjour à tous les téléspectateurs de DBS. Merci. Vous allez bien? Ça va, je vais bien, Dieu merci. Très heureux en tout cas de vous avoir sur notre plateau ce matin. Docteur Yamtimba, bonjour et bienvenue à vous. Bonjour, monsieur Ngos. Vous allez bien également? Malgré la pluie? Je vais bien, je suis content de revoir mon ami qui a disparu. Il n'a pas disparu. C'est un monsieur occupé, très occupé. Il sait de quoi je parle. Il sait qu'il est occupé. Bienvenue à vous également. Albert Amatola ici, bonjour et bienvenue à vous. Bonjour Steve, je salue pratiquement Edmond Kiatis parce que je constate qu'il a commencé, il a repris les anciennes bonnes habitudes. Aller à pied parce qu'il a laissé la voiture, je ne sais pas où. Je disais tout à l'heure dans les coulisses que c'est bien, c'est fait par... Bon, parfois il faut bien marcher à pied, hein. C'est un sport de fond. Découvrir la ville, connaître son environnement. Voilà. Ouais. Je salue Yam, voilà, une fois de plus, je salue les téléspectateurs de DBS ce matin, particulièrement, et plus généralement les téléspectateurs de la télévision de DBS. Écoutez, mon coup de gueule de ce matin, ça s'adresse au ministre des Pêches et de l'Élevage et des Industries Animales. Parce qu'il y a les Chinois qui sont en train de faire du désordre dans nos eaux, en pratiquant pratiquement la pêche illégale. C'est-à-dire qu'ils utilisent un matériel qui n'est pas approprié pour pêcher certains types de poissons. C'est-à-dire les plus petits là, ils utilisent un matériel qui est plus petit, c'est-à-dire les filets qui sont plus petits, et ça ramasse tout. Et dans leur filet, ils prennent ce qu'ils veulent et puis le reste, ils balancent dans la mer.
Donc je pense qu'il faut que ces départements ministériels, ces départements ministériels fassent son job en envoyant justement des équipes en mer. Ils ont les moyens de le faire. Donc je pense que lorsque vous laissez des gens contrôler un secteur comme celui-là et le pratiquer avec tous les ordres qu'ils font comme ça se passe partout ailleurs dans nos forêts, je crois qu'il y a un groupe pour les Chinois. Merci monsieur d'être là ce matin en attendant justement notre 4e invité qui est tout simplement Eric Pépin Bikaï. Nous commençons justement le débat. Messieurs, nous parlons du Cameroun et surtout du coronavirus qui a causé, il faut le dire, 87% des entreprises camerounaises ont mis en chômage ou alors réduit leur effectif. Les PME occupent aujourd'hui le premier rang en matière de réduction d'effectifs. Ça, c'est une très mauvaise nouvelle d'ailleurs. Le groupe interpatronal du Cameroun a rendu public le 22 avril dernier son rapport sur l'impact de la crise du Covid-19 sur les entreprises camerounaises. Après une enquête réalisée auprès des chefs d'entreprise de différents secteurs, il en ressort que plus de 90% d'entreprises, de ces entreprises en tout cas, ont été impactées négativement par la maladie. Un impact qui se ressent à plusieurs niveaux de fonctionnement. Par exemple, sur les entreprises interrogées, 87% d'entre elles ont été obligées de procéder à des mises au chômage technique ou à des réductions d'effectifs. Réduction d'effectifs, ça il faut le dire, très prononcée chez les PME, soit 50% ont bien sûr choisi, il faut le dire, ce mode. Cette option pour se maintenir. Au sujet de la production, 69% des entreprises industrielles affirment que leur production est directement affectée par la pandémie. Difficile également d'exporter le produit fini ou encore d'importer la matière première. À ce sujet, l'enquête du JICAM révèle que les achats et l'approvisionnement de 62% des entreprises industrielles sont touchés. Les entreprises ont également vu leur chiffre d'affaires subir des méfaits du coronavirus. Durant le mois de mars dernier, 77% d'entre elles indiquent que leur chiffre d'affaires hors taxe est en baisse par rapport à la même période en 2019. Une situation qui touche en premier chef les PME, soit 83%, suivi des grandes entreprises, 62%. Pour remédier justement à cette situation, les patrons d'entreprises demandent à l'État de procéder à quelques allègements. Il s'agit notamment du report des charges sociales et fiscales, le financement de trésorerie à taux d'intérêt réduit, la réduction des délais de paiement et le report du paiement des loyers et factures, entre autres. Voilà la situation d'ailleurs, d'ailleurs dans laquelle vivent d'ailleurs, il faut le dire, les entreprises et surtout les PME depuis, il faut le dire, la crise du coronavirus. Et nous sommes aujourd'hui le 29 juillet de l'an de grâce 2020. C'est toujours la souffrance dans les entreprises. Mais avant de démarrer le débat, on va dire bonjour à Eric Pépin Bikaï qui arrive en trombe, il faut le dire. Bonjour Eric. Bonjour. Et bienvenue à vous. Bienvenue, merci beaucoup pour l'accueil. Avec mon petit retard. Non, vous êtes tout excusé. Messieurs, je vais me tourner vers les économistes. Edmond Kuaté, votre réaction d'abord. Ben écoutez, Steve, c'est une situation que nous avons déplorée. La manière dont cette crise a été gérée chez nous. Vous avez vu que partout dans les pays qui se veulent sérieux, lorsqu'une conjoncture de cette amplitude-là arrive, la première des choses, c'est de mettre en place une espèce de task force, oui, n'est-ce pas, patronnée par un certain nombre de technocrates et qui vont de manière sectorielle faire ce qu'on appelle une évaluation stratégique et pour pouvoir, n'est-ce pas, mesurer l'impact, je vais dire l'onde de choc, n'est-ce pas, de la crise dans les activités. Ce qui n'a pas été fait chez nous au Cameroun. Vous avez aujourd'hui jusqu'aujourd'hui un Premier ministre qui essaye tant bien que mal, et puis chaque jour c'est un peu des solutions à l'improviste. On vous dit qu'on a mis 180 milliards, on vous dit qu'on a fait une caisse de 180 milliards, vous ne savez pas à quoi ça répond. C'est un peu comme si un médecin disait j'ai prescrit 2 boîtes de remèdes, de médicaments à un patient, mais sans préalablement faire un diagnostic pour savoir effectivement de quoi il souffre et quel est le niveau, n'est-ce pas, de mal dans son organisme. Donc c'est un peu de l'improvisation, un peu de bricole, comme ça se passe toujours chez nous au Cameroun.
Et donc, aujourd'hui, si le gouvernement ne peut pas dire avec exactitude, c'est-à-dire un peu le travail qu'a fait le JICAM. Vous avez vu, le JICAM a fait un travail plus ou moins scientifique, parce que c'est une enquête, mais on aurait bien voulu que, n'est-ce pas, chaque chef de département, je vais dire chaque ministre dans son département, utilise les ressources qu'il a pour nous faire une évaluation vraiment stratégique de l'ampleur, n'est-ce pas, des conséquences de cette crise-là sur les activités dans le transport, dans le secteur agro-industriel, dans le tourisme et dans le social, dans le commerce et ainsi de suite, pour qu'aujourd'hui on puisse faire un document synthèse qui va nous permettre de dire oui, voici ce que a fait le coronavirus dans notre économie et voici quelles peuvent être, n'est-ce pas, les solutions à proposer. Ce qui n'est pas fait aujourd'hui. Donc quand tout le monde dit il faut faire ceci, il faut faire cela, on a par exemple un document support comme celui qu'a pondu le JICAM, mais sauf qu'il faut savoir que le document du JICAM ne concerne que les entreprises, les PME. Mais nous sommes dans une économie qui repose à 80% sur l'informel. Qui a allé faire les enquêtes pour savoir? Vous avez aujourd'hui beaucoup de petits débrouillards qui ont mis la clé sous le paillasson, qui n'en peuvent plus. Donc, et tout ça, personne ne s'en occupe. On a une économie qui plonge au jour le jour. Personne ne nous dit exactement quel est le niveau des dégâts. Si on demande aujourd'hui au ministre, par exemple, des PME, le nombre de PME qui ont mis la clé sous le paillasson, statistiquement, il ne peut pas vous dire. C'est vrai parce qu'il n'a pas fait un travail de fond, il n'a pas fait un travail d'investigation, il n'a pas fait un travail d'évaluation pour savoir combien de PME il y en avait déjà, quelle était la situation de ces PME avant, n'est-ce pas, la crise, et quelle est leur situation aujourd'hui pendant la crise. Ils ne peuvent pas vous dire parce que ce n'est pas des gens qui font leur boulot comme ça se doit. Si vous allez dans tous les secteurs, dans le commerce, ils ne peuvent pas vous dire. Ils ne peuvent pas vous dire parce qu'au jour d'aujourd'hui, chacun des chefs de département devrait pouvoir nous publier et à travers peut-être, comme je l'ai dit, s'il y avait une task force qui était mise sur pied avec, n'est-ce pas, les représentants de tous ces départements-là, on devait avoir, les Camerounais sont en droit de savoir quel est le niveau de conséquence, n'est-ce pas, de cette crise-là sur leur économie. Qu'est-ce qu'il faut faire? Et ce n'est qu'après ça qu'on peut de manière efficiente proposer, n'est-ce pas, un plan de relance. Parce que quand les gens parlent toujours de plan de relance, je veux bien qu'il y ait un plan de relance, mais le plan de relance doit, n'est-ce pas, être la solution à une évaluation qui a été préalablement faite, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Les emplois qui sont détruits, personne ne peut vous donner les statistiques. C'est vrai que le JICAM, je vous ai dit, le JICAM a fait un travail, mais c'est dans le secteur formel. Les entreprises qui ont mis en congé technique, les entreprises qui ont été obligées de se séparer complètement d'une partie de leur personnel, les entreprises qui ont vu leur chiffre d'affaires baisser, les entreprises qui ont été obligées de mettre, n'est-ce pas, en veille une partie de leur outil de production, parce que s'ils produisent, personne ne peut acheter, ils ont des difficultés à, n'est-ce pas, exporter le surplus de production pour ceux qui produisaient pour vendre une partie localement et une partie à l'extérieur. Aujourd'hui, s'ils ne peuvent plus, ils sont obligés de ne pas faire tourner à fond leur outil de production parce que ils veulent pas être étouffés. Il y a tout ça, donc personne ne fait ce travail-là. Mais je dis, si vous prenez le secteur informel, par exemple, tous ces petits débrouillards-là qui faisaient je ne sais pas trop quoi, coiffure, qui faisaient callbox et autres, dans le secteur informel, je dis bien, ça tient notre économie à 80%. Il y a beaucoup d'emplois qui sont détruits. Justement, selon les statistiques de JICAM, c'est 83% des PME qui en souffrent d'ailleurs aujourd'hui. Et j'ai dit ça, ce sont les PME, donc oui. Ça c'est encore le secteur formel. Mais dans le secteur informel, c'est-à-dire les activités petits commerçants, non comptabilisées, il y a trop d'emplois qui sont détruits de ce côté. Pourquoi? Parce que il y a un problème de flux de trésorerie, ils ne peuvent plus s'approvisionner, ils ne peuvent plus, et personne ne fait un travail de fond de ce côté. Et donc ça pose un sérieux problème. Aujourd'hui, il faudrait qu'au Cameroun, qu'on apprenne à être sérieux. Quand on a une crise d'une telle amplitude, c'est une conjoncture, mais ça commence à prendre du temps. Et donc ça veut dire qu'au-delà de l'aspect conjoncturel, ça affecte, n'est-ce pas, la structure même de notre économie, globalement, c'est-à-dire de notre macroéconomie. La structure est ébranlée.
Donc ce n'est plus seulement une conjoncture, parce qu'une conjoncture qui dure, la conjoncture a ceci de particulier que ça s'inscrit dans un laps de temps. Mais lorsque ça commence à prendre des proportions en termes de temps, il y a presque 5 mois. Oui, ça affecte, n'est-ce pas, ça ébranle même la structure de notre macroéconomie. Et donc les solutions à y apporter devraient être bien pensées et bien réfléchies. Docteur Yam, jusqu'à preuve de contraire, on sait que les PME peuvent souffrir, mais il y a également les grandes entreprises. Elles également pouvaient préparer une éventuelle crise, pouvaient justement préparer une éventuelle conjoncture. Remettons les choses en perspective. Oui. Le GICAM, c'est 0,5% des entreprises du Cameroun. Oui. L'échantillon sur lequel la deuxième étude a été faite représente 0,25% des entreprises du Cameroun. Et même si le GICAM est un contributeur aux charges, aux recettes fiscales et douanières qui atteint pratiquement la moitié, il faut savoir qu'aujourd'hui, le GICAM a posé un problème important, mais il a apporté une réponse qui n'est pas bonne et a utilisé une méthode qui n'est pas bonne. Lorsqu'on a une crise de cette ampleur, de cette envergure, on ne va pas prêcher pour sa chapelle. Il fallait que on ait une approche, une méthodologie concertée, de concertation élargie, qui permette d'avoir une position commune, parce qu'il s'agit en réalité non pas d'une situation comme avant, peut-être il y a 3, 4, 5 ans, où le GICAM, en tant que syndicat de chefs d'entreprise, allait défendre ses membres auprès du gouvernement. Non. Là, il s'agit si vous voulez, d'une guerre. Hein, d'une situation extrêmement grave. C'est comme si le pays était en guerre contre un ennemi. Et c'est le cas. Oui. Ce n'est peut-être pas des armes qui crépitent ou alors on n'est pas sous un embargo, mais c'est une guerre et elle est extrêmement grave. Donc, ce que les chefs d'entreprise devraient faire, ce n'est pas que chaque chapelle fasse ses études parmi ses membres et voie. Ou à la limite, quand des études comme celle-là pourraient être faites, il faut les consolider pour qu'on ait une perspective claire de tout ce qui se passe dans le pays. Les entreprises du GICAM n'ont pas les mêmes problèmes que les entreprises, n'ont pas forcément les mêmes problèmes que la plupart des membres de ECAM ou du MECAM, qui ont beaucoup plus de membres. Non pas forcément, on aurait pu trouver d'autres solutions ou d'autres propositions venant par exemple de la Chambre de commerce. Et d'ailleurs, le silence assourdissant de la Chambre de commerce fait peur. C'est elle qui devrait porter toutes ces revendications-là. L'honneur du GICAM, c'est d'avoir proposé quelque chose, mais d'avoir malheureusement proposé quelque chose de très restrictif. Et il y a quand même des propositions dans le document du GICAM qui hérissent les poils, qui font un peu sursauter. Vous ne pouvez pas de façon sérieuse demander à ne pas payer les cotisations sociales des employés. Cela n'a pas de sens. D'ailleurs, qu'il y a beaucoup de retard de paiement et vous demandez en plus qu'on les suspende. Non. Vous pouvez demander beaucoup de choses. Nous sommes d'accord sur le fait que la doctrine fiscale du Cameroun doit être totalement revue. Elle est mauvaise. Sur ce plan-là, le GICAM fait beaucoup de choses intéressantes et fait des propositions et des relances depuis un certain nombre d'années. Et je crois que ECAM appuie la réforme du système d'imposition du système fiscal et même douanier au Cameroun depuis un certain temps. Je crois que c'est quelque chose qu'il faut absolument que le gouvernement mette en chantier. Mais il y a en face des entreprises qui devraient se mettre ensemble. Il faut qu'elles se mettent ensemble pour pouvoir proposer quelque chose qui concerne toutes les entreprises. Le gouvernement, lui, il y a vraiment un sérieux problème. C'est-à-dire que dans chaque ministère, il y a même, je crois, mais il y a tous ces conseillers techniques, ces chargés d'études d'assistance, c'est leur travail. C'est pour ça qu'ils sont payés. Il y a nécessairement une cellule de veille, d'intelligence dans chacun de ces ministères. S'il n'y en a pas, c'est très grave. Il devrait y en avoir pour anticiper, pour faire de la prospective, mais de façon spécifique. Le premier ministère et la présidence de la République ont nécessairement ce genre de choses. Si ça n'existe pas, c'est très grave. Et le fait que cela, je pars de l'hypothèse que ça existe parce que ce serait une organisation normale à minima, fait qu'il devait y avoir dès le mois de février au plus tard à la fin du mois de mars, une évaluation a priori, avec des projections. Qu'est-ce que ça peut avoir comme impact ? Et aujourd'hui, il devait donc y avoir des TTM, c'est-à-dire des
des moments, si vous voulez, de revue. Peut-être tous les mois, pour s'assurer que ce mois, qu'est-ce qu'on a eu? Tel autre mois, qu'est-ce qu'on a eu? Tel autre mois, qu'est-ce qu'on a eu? À partir de là, vous avez des données qui sont des données fraîches, qui sont des données qui reviennent de tout le pays et qui permettent qui aident à une décision objective, rapide et ciblée. Et donc qui gagne en efficacité et en performance, en cohérence. Et il faut que ces choses-là soient faites de cette façon parce que je dis toujours que notre gouvernement a une organisation un peu anachronique relativement aux attentes du peuple aujourd'hui. Et je crois que la réaction du JICAM, même si je dis encore, ça aurait dû être la réaction de tous les groupements des entreprises pour que ce soit beaucoup plus concerté, que ce soit beaucoup plus cohérent avec toute la situation du pays. Je crois que ça aurait pu être plus percutant. Donc, moi je pense que d'autres choses, le gouvernement a pris un certain nombre de décisions. Il y a eu un premier plan, je crois, en mars ou en avril. En avril. Et puis, il y a ce plan-là, il y a ce partage je ne crois pas qu'on ne fait pas une relance économique en distribuant des bonbons. Je ne sais pas où est-ce qu'on a fait ça. Chaque fois que vous vous êtes lancé dans ce genre de choses, consiste à distribuer de l'argent frais aux gens, ça n'a pas marché. On fait une relance économique, je suis d'accord avec QAT, après avoir fait le point, le diagnostic. Et le diagnostic se fait à deux niveaux. Il faut le diagnostic stratégique. Le pays, c'est une approche macroéconomique. Le pays, quel sera l'impact sur le pays? Oui. Quel sera l'impact sur les secteurs d'activité? Quel sera l'impact sur la balance des paiements de l'État, etc. Et là, vous tenez compte d'un certain nombre de choses, par exemple, que le JICAM ne présente pas. Le JICAM est l'une des plus grosses, le plus gros dévoreur de devises de la République parce qu'ils importent beaucoup. Ils importent énormément et donc la balance des paiements de l'État en grande partie est déficitaire à cause des entreprises du JICAM. Donc il faut en tenir compte. Et ces entreprises-là auraient dû anticiper. Ils ont eu un programme fabuleux. Un chef d'entreprise, une plantation. Je vous prends un exemple tout bête qui permet de voir comment une certaine anticipation, une certaine réactivité aurait pu permettre de changer. Je vous prends la production des masques. Vous avez vu, ça a été laissé aux petits artisans, etc. Mais il y a des masques d'un certain type FFP2 qui concerneraient la sous-région pour lesquels, par exemple, les entreprises du secteur textile auraient pu réagir. En février-mars, il y avait encore les capacités d'investir. Et ça aurait retenu un certain nombre d'emplois. Ça aurait permis de permettre à l'économie de continuer à tourner. Les entreprises qui font du blé, qui font de la farine de blé, là, si à partir du mois de mars, elles avaient financé la production de la patate, elles seraient en ce mois-ci en train de commencer à faire de la farine de patate. Donc, elles auraient conservé une certaine activité. Je crois qu'il est temps que, et j'apprécie le mot d'un des patrons du JICAM, qui parle de militantisme économique. Mais le militantisme économique ne consiste pas à défendre sa tête là. Ce n'est pas pour votre gueule que vous allez défendre. Ce n'est pas ça le militantisme économique. Ça, c'est de l'égoïsme économique. Le militantisme économique, et c'est là où j'encourage le JICAM à aller de l'avant. Parce qu'ils ont bien commencé, ça, il faut apprécier. Il faut les encourager à aller de l'avant, mais à intégrer eux-mêmes leurs propres dispositions de fond qu'ils essaient, qu'ils taisent, mais qui sont les meilleures dispositions qui les poussent. Le militantisme économique. Et dans le Cameroun actuel, dans le cadre d'une demande forte de relance économique solide, qu'est-ce qu'il faut faire? Ce qu'il faut faire, la première des choses, c'est de rappeler au gouvernement que la monnaie que nous avons là est en train de nous faire beaucoup de mal. Mais pourquoi le JICAM n'en parle pas? La monnaie que nous avons actuellement nous fait beaucoup de mal. Le JICAM veut que le gouvernement mette de l'argent sur la table. Le gouvernement va le prendre. La France est capable de garantir, de permettre au Cameroun de disposer de 10 000 milliards pour relancer son économie. Or, si nous avions notre propre monnaie, ça aurait été une approche différente. Pourquoi l'Europe se réunit et vote un paquet de 750 milliards d'euros? Pourquoi le Japon vote des centaines de milliards d'euros? Ils ont leur monnaie. Nous, on n'en a pas. On n'en a pas. Et donc, nous sommes coincés. Il ne faut pas toujours, je dis toujours, c'est peut-être la deuxième fois que je vous dis sur ce plateau, ne tirons pas toujours sur le gouvernement en mettant la tête de nos compatriotes dans de l'eau bouillante alors qu'on a parfois les problèmes se situent ailleurs. Et que, certes, c'est à eux de trouver les solutions, mais pour le moment, venons les assister pour trouver ces solutions. Donc, permettez-moi de finir cette petite liste. La monnaie, c'est l'opportunité que le Cameroun a de changer, de devenir indépendant. Vous ne pouvez pas faire de relance économique si vous n'êtes pas indépendant. Nous devons devenir indépendants. Le Ghana peut se le permettre pour cette raison. Le Sénégal a essayé de vous enfumer avec un plan de 1000 milliards. Ils sont où?
Parce qu'il faut bien que quelqu'un garantisse ces 1000 milliards. Le Sénégal n'a pas pu les dégager. Le Ghana peut le faire parce que le Ghana a sa propre monnaie. Le Nigeria, ils ont leur propre monnaie. Vous avez des pays comme l'Afrique du Sud, ils ont leur propre monnaie. Je t'ai cité d'autres groupes. Et il faut aujourd'hui, en même temps, dans le cadre de ce militantisme économique, que les patrons du JICAM utilisent les produits locaux. Pour produire, par exemple, les boissons, ce qu'on appelle les jus là. Mais il faut booster la production des mangues, des ananas, des mandarines, des papayes, des patates, etc., de tous les fruits que nous avons chez nous. Et c'est ça qui devrait constituer la matière première de ces industries. Et non pas l'importation. Chaque fois que vous importez, c'est les devises du pays que vous mobilisez. Et donc, vous entretenez un écosystème économique, vous entretenez une activité économique locale déjà, qui permet aux entreprises de redéployer leur personnel, non pas de les licencier ou de les mettre en chômage technique, mais de les redéployer. Si vous prenez aujourd'hui dans les secteurs comme... dans beaucoup de là, j'ai parlé du secteur agroalimentaire par exemple, il faudrait qu'on consomme local. Si vous aviez pris, là on parlait tout à l'heure du poisson, mais ces entreprises pourraient aujourd'hui, au lieu d'importer du poisson de l'extérieur, on dit que la zone de Bakassi, que c'est l'une des zones les plus poissonneuses du monde. Mais il faut y aller. Il faut aller faire de la pêche. Et comme ça, en faisant la pêche, nous ne touchons pas à nos devises par l'importation. Si, par exemple, ces entreprises avaient décidé en avril de se lancer dans la production de riz, en avril, là, elles seraient déjà en train de faire leur première récolte. On n'aurait pas 800 000, 900 000 tonnes de riz à importer. Or, le problème, c'est que qui importe le riz? C'est une bonne partie des entreprises de ce groupement-là. Et donc, ils grignotent sérieusement nos réserves en devises. Il faut donc que nous ayons une réflexion stratégique nationale, pas une simple réflexion, un diagnostic opérationnel qui est lié aux entreprises, etc. Ça doit être une réflexion stratégique au niveau du pays qui nous permet de dire nos devises, comment on en fait, qui les bouffe, qui les dévore le plus. Comment on fait pour les préserver et donner la marge de manœuvre au gouvernement. Quels sont les outils qu'il faut absolument que le gouvernement doit absolument disposer pour s'assurer qu'il peut relancer l'économie. Il y a la monnaie, oui. Il y a ces cellules de veille économique qui peuvent donc faire qui font des évaluations, oui, de la prospective, des évaluations, etc. Mais également, il faut que nous ayons une économie centrée qui devient endogène, qui est centré ou, si vous voulez, qui part d'abord de nos propres ressources en tant que matière première, qu'on les transforme localement, et vous allez voir que ça va marcher. Si vous exportez moins de billes de bois et que vous décidez subitement, à cause de cette crise, d'avoir des scieries qui vont donc nous produire des meubles et non pas importer des meubles en bois, en déchets de bois, mais produire des meubles en bois chez nous, vous redéployez et l'économie reprend. Donc c'est une question en réalité. Vous avez vu le New Deal, finalement. Le New Deal après la crise de 1929, le plan Marshall, ça n'a pas été une distribution d'argent. Les 50 milliards par exemple de remboursement de TVA. Imaginez que le gouvernement avait décidé de relancer la filière riz, la filière patate pour faire plutôt de la farine de patate ou de manioc et ne plus importer du blé. On aurait relancé l'économie. On vous comprend parfaitement. Vous avez souligné un détail tout à l'heure. Je vais me tourner vers Albert Anatola. Ici, ces entreprises, justement, ne souffrent pas comme les PME et on a l'impression, justement, qu'il y a pas mal d'employés qui sont en congé technique. Il y a des employés qui sont au chômage carrément, qu'on a licenciés. Et docteur, il va souligner un détail. Et ces entreprises n'ont pas cotisé, n'ont pas fait de cotisation sociale à ces employés. C'est quand même un autre gros problème. Écoutez, Steve, déjà personnellement, je me méfie des chiffres dans ce pays, je me méfie des statistiques. Oui. Et puis, le JICAM n'est pas le seul groupement patronal au Cameroun. Vous avez, je crois, APECAM, vous avez le CNCAM, vous avez ECAM, vous avez le MECAM. Nous attendons le son de cloche. Quoi qu'il en soit, il y a quand même une constance. C'est que la pandémie du Covid-19 a eu un impact économique négatif dans tous les secteurs. Dans tous les secteurs, et plus particulièrement dans le secteur des transports, dans le secteur de l'hôtellerie, dans le secteur des services. Dans tout, il y a eu un impact. Ça, c'est incontestable. Maintenant, dans son discours du 30 avril dernier, portant assouplissement de la riposte du Cameroun contre le Covid-19, oui. Je pense qu'il y a un certain nombre de mesures que le Premier ministre du gouvernement avait indiqué, lui qui agit sur les institutions du chef de l'État. Et la plupart de ces mesures concernaient un certain nombre d'acteurs économiques, et particulièrement du secteur, la plupart
notamment du secteur macroéconomique. Et parmi ces mesures, j'ai cru entendre une allocation, un soutien à la trésorerie des entreprises à hauteur de 25 milliards, portant notre part sur les droits d'appurement de la TVA, les allégements fiscaux et justement la mise en veille, n'est-ce pas, des cotisations sociales, entre autres. Donc je pense que pour un pays qui a besoin... Pourtant, il y a des entreprises qui ne font pas la cotisation sociale à leurs employés. Malheureusement, parce que déjà, très peu ont des contrats de travail. Quand bien oui, on soustrait, n'est-ce pas, la cotisation sociale dans votre salaire, dans votre salaire, c'est pas reversé. Nous avons constaté cela. J'ai eu à faire une enquête par le passé dans ce sens-là, c'est-à-dire que on soustrait de votre salaire la cotisation CNPS, mais quand vous quelquefois avec le bulletin, mais quand vous partez à la CNPS, on ne vous reconnaît pas du tout. On n'a même pas de matricule. Donc, il y a ce problème-là. Maintenant, c'est vrai que nous savons qu'il n'y a pas de contribuable honnête, mais il ne faut pas que le GICAM particulièrement en demande un peu davantage. Tout à l'heure, il a indiqué un certain nombre de choses, notamment que le GICAM, en tout cas, les sociétés qui sont affiliées au GICAM, ce sont ces entreprises, justement, qui consomment plus, qui mettent beaucoup plus le budget camerounais en difficulté à l'étroit. Ça, c'est un fait. Et en plus, quand vous partez sur la base de ce que nous sommes dans une économie de consommation et de production, ça pose un problème. Nous n'avons pas de planche à billets. Le Cameroun n'a pas de planche à billets. Et puis, nous avons une monnaie qui est tout sauf une monnaie. Vous avez la chute des matières, des coûts de matières premières, notamment du pétrole, les chutes du baril du pétrole. Oui. Ça pose un problème. Donc, je pense qu'aujourd'hui, ce qui est important, et je pense que dans le discours du PMM que j'évoquais tantôt, je pense qu'il avait convoqué un cadre de concertation à l'effet de faire une évaluation socio-économique de l'impact Covid-19. Je pense que si vous lisez ces textes-là, vous allez retrouver ça. Est-ce que justement ça a été effectif? Justement, cette évaluation concertée entre, d'une part, le MINFI, le MINEPAD, et les acteurs économiques, en tout cas, la question reste ouverte. Mais je pense que cet aspect avait été évoqué, n'est-ce pas, dans le discours du Premier ministre, chef du gouvernement. Quoi qu'il en soit, je pense que de plus en plus, le GICAM se plaît un peu trop. Et il faut l'indiquer. Et je crois qu'également, nous sommes dans une crise, nous devons pouvoir aller ensemble, c'est-à-dire de manière concertée. On voudrait bien croire que très souvent, le GICAM s'est plaint de ce qui n'a pas été associé aux décisions, aux réflexions du gouvernement en matière économique. Bon, c'est possible. Mais je pense que dans le cas d'espèce, cela avait été évoqué dans le discours du PM. C'est-à-dire qu'il devait y avoir un cadre de consultation tripartite, MINFI, MINEPAD, ministère de l'économie, du plan de l'aménagement du territoire, et les acteurs économiques, c'est-à-dire les différentes organisations patronales. Je crois que c'est le discours du PM, ça date du 30 avril dernier. Oui. Nous sommes au mois de juin. J'ose croire, est-ce que entre le mois d'avril et le mois de juin, ça fait déjà un trimestre, hein? Bon, je pense que c'est là, s'il y a eu justement cette consultation avec des propositions, il me semble que normalement ça devait faire l'objet d'un rapport, n'est-ce pas? Pas seulement du GICAM, mais également du gouvernement. Dans tous les cas, il est constant. Il y a une chose qui est constante. C'est que il est important que désormais, le gouvernement fasse preuve non seulement de proactivité, mais surtout de mise en œuvre de stratégies. Parce que nous ne comprenons pas que dans la plupart de nos départements ministériels, vous avez, me semble-t-il, des planificateurs. C'est-à-dire, ils se trouvent... Vous allez quand revenir avec ce terme planificateur? Non, c'est important. Vous ne pouvez pas. Parce qu'il faut déjà savoir, pour arriver à des objectifs de stratégie, il s'agit d'un processus qui implique beaucoup de choses à mettre en place, d'indicateurs. Parmi ces indicateurs, vous ne pouvez pas mettre de côté les planificateurs, vous ne pouvez pas mettre de côté les statisticiens. Ça, c'est important. Lorsque vous parlez de vision, tout à l'heure, il en parlait d'une vision stratégique. Et on doit pouvoir savoir combien nous sommes déjà. Est-ce que vous savez combien de personnes sont en congé technique? Combien sont au chômage? Combien ont perdu justement leur emploi? Est-ce que vous connaissez le nombre de la population camerounaise?
Jusqu'à preuve de contraire, personne ne le sait. Alors, voilà, ça pose donc un problème, parce que pour qu'on fasse une évaluation prospective dans l'optique, n'est-ce pas, d'une vision économique à long terme, vous devez déjà savoir combien vous êtes. Ça, c'est important. Maintenant, quand vous savez qui vous êtes, vous mettez en place justement des stratégies de prospective. Est-ce que c'est le cas? Je ne pense pas du tout. Parce qu'en réalité, lorsque je lis, quand je relis le discours du Premier ministre du gouvernement, j'ai le sentiment que le gouvernement a réagi ou réagi par à coup. Il n'y a pas de stratégie dynamique qui est mise en place pour qu'on puisse avoir des solutions véritablement efficientes et efficaces. Donc, je crois qu'il va falloir justement que les gens qui sont payés dans nos ministères, qu'on appelle conseillers techniques, on puisse peut-être les mettre à niveau. Parce qu'il existe justement une entreprise de mise à niveau, les entreprises qui doivent... Parce que c'est important. Non, ils ne sont pas actuellement au niveau. Je ne suis pas certain. Et ils ne font pas leur travail, mais ils sont payés. Non, quand même. je ne suis pas certain qu'ils sont véritablement mis à niveau. Mais ce qui est bien dans l'histoire, hein, je vais me tourner vers Eric Pépin-Vika, les fonctionnaires pendant ce temps ne souffrent pas. Hein. Et je vais me dire, je reviens en tout cas sur ces milliers de Camerounais qui ont perdu leur emploi, des milliers de Camerounais également qui sont en chômage technique, des milliers de Camerounais qui avaient des PME qui ont justement mis la clé sur le paillasson. Où est passée la banque des PME qui devait les aider justement à se relever? Non, la banque des PME à Bonadjor, on a l'impression qu'elle ne travaille pas. Bon nez. À quoi autant pour moi? On a l'impression qu'elle ne travaille pas. Non, est-ce que c'est un mort-né? Parce qu'on a l'impression qu'elle n'a jamais fonctionné. Tout comme, notamment les conditions dans lesquelles elle a été créée. Et vous avez évoqué tout à l'heure dans votre propos liminaire que les fonctionnaires ne souffrent pas. Déjà, il y a les craquements dedans relatifs au salaire de ce mois. Vous savez que chez les médecins, ils ont été amputés. On a supprimé justement leurs primes. Ils sont 1500 déjà qui ont écrit, hein, il faut le dire, qui sont en train de faire une pétition. Voilà, à 2400 francs sur leur salaire. Et ça fait l'objet d'un tollé. Et c'est assez surprenant quand même qu'on enlève à peu près moins de 2,5 € sur un salaire et puis ça fasse l'objet de tout ça. On s'attendra à ce qu'il y ait une révalorisation. Vous trouvez que 2400 c'est pas beaucoup? Je sais pas. Je sais pas, mais je pense quand même que... non, je vous pose la question. Ça devrait pas, je pense quand même que ça ne devrait pas faire l'objet de ce type de tollé. Parce qu'en réalité, vous évoquez également parallèlement, c'est un paradoxe, oui, le fait que des milliers de Camerounais perdent l'emploi. Parce qu'en réalité, le problème c'est que les fonctionnaires ne veulent justement pas se mettre à niveau parce qu'ils savent que les intérêts sont garantis à chaque fin du mois. Ils méprisent un peu les efforts des uns et des autres. Et la situation économique du Cameroun ne date pas de la période Covid-19. C'est vrai que le choc est frontal et c'est une donnée mondiale, ce n'est pas lié forcément à l'espace économique camerounais. Ouais. Et étant donné qu'il y a un certain nombre de marqueurs qui sont en déphasage en fait, qui peuvent justifier ce choc économique actuel, c'est le fait que l'économie camerounaise en lui-même est déjà extravertie. C'est-à-dire que le patronat que vous évoquez tout à l'heure constitue au moins des entreprises dont les fonds viendraient de l'extérieur pour animer le circuit économique camerounais. Dans un moment, ça peut faire l'objet d'un certain nombre de questionnements par rapport à la structuration même de l'économie camerounaise. Elle repose sur quoi? Justement, les réponses qu'on peut apporter, c'est qu'elle repose sur les PME et les PMI, qui sont des entreprises en réalité qui ne sont pas très équipées, alors très structurées à pouvoir subir ces types de choses. Voyez-vous, il y a deux événements sur lesquels on peut s'appuyer. Il y a d'abord la signature des accords ACP, je pense que ça date de 2 ou 3 ans, qui a déstructuré davantage ce secteur d'activité. Et là, tous les experts s'accordaient à dire qu'on ne peut pas ouvrir l'espace douanier camerounais au profit des entreprises qui, elles, sont structurées et qui viendraient avec des fonds les permettant de conquérir des parts de marché. À l'époque, on avait sollicité l'entreprise de mise à niveau pour essayer de mettre à niveau les entreprises, des PME camerounais, afin qu'elles aussi, ça c'était un contrat de dupes, puissent conquérir les marchés occidentaux. Le deuxième élément, vu le fait qu'on a évoqué ça sur ce plateau, que la dette intérieure du Cameroun était de l'ordre de près de 1300 milliards et que le ministère des Finances, par le touchement du président de la République, avait ordonné que à peu près 30% de ce montant soit payé aux entreprises, aux PME et aux PMI. Je pense qu'on avait commencé à le faire. Cela montrait déjà que, en fait, l'un des premiers consommateurs des biens et services de ces PME et PMI-là, c'était l'État. Et l'État, à lui seul, avait près de 1300 milliards de fonds de dettes qu'il avait engagées auprès de ses fournisseurs de services. Donc, voilà à peu près la situation économique du Cameroun avant le choc du Covid-19. Bon, à côté de ça, c'est que tous les pays du monde essayent de
trouver des stratégies pour essayer de se relancer. Mais, vous voyez très bien, la Chine, même qui est l'une des deuxièmes économies mondiales, a essayé tôt de dire au monde entier que ça va déjà, que le Covid-19 était derrière eux. Mais on a comme l'impression que ça ne relance pas. L'Europe a suivi ce train-là en votant justement la semaine dernière un plan de relance de près de 700 milliards d'euros pour essayer de relancer l'économie. Mais vous avez vu avec le principe de contingentement, l'Espagne qui est sortie en juin, la Grande-Bretagne qui a demandé à ses ressortissants de ne pas se rendre en Espagne pour des vacances touristiques. Vous voyez que ce sont des économies qui sont imbriquées et que si l'une des pièces ne fonctionne pas, ça risque d'impacter l'autre. Et c'est le cas, par exemple, dans notre situation à nous, que la plupart de nos entreprises font dans le petit service. Et aujourd'hui, on a comme l'impression que tant que l'économie européenne ne démarre effectivement pas, celle des petits pays comme les nôtres est sérieusement impactée. Que faire? Le docteur Yambla évoquait tout à l'heure. Il faut donc une production locale. Et, il faut une production locale. Mais le problème, c'est que la balance commerciale déjà camerounaise est déficitaire depuis plusieurs années. Parce qu'on importe plus que nous importons. Et on le dit à tue-tête, sans que on ne se fasse entendre. On parle du riz. Il y a à peu près 3 ou 4 bassins de production du riz. On peut encore multiplier davantage parce qu'il y a des variétés aussi qui s'adaptent en fonction de la disponibilité de la ressource hydrique. On peut avoir un bassin de production de riz tout le long de la Sanaga, c'est-à-dire de la Damawa pratiquement jusqu'au côté de Manko. On peut y produire du riz. On peut relancer la production de blé. Dans ce pays, entre les années 74 et 78, il y a bel et bien une société de production de blé qui a été créée au Cameroun, qu'on appelait la Sodeblé, installée à Ouassandé, à 80 km de Gaoundéré, qui a fonctionné, qui a produit le blé. Les tonnages sont là. Cette société a produit à peu près 125 000 tonnes de blé pour tomber en faillite au début des années 80. Ça veut dire que si on se rend compte que le blé peut être un outil important pour faire fonctionner les entreprises agro-industrielles, pourquoi ne pas activer ce levier-là? Cette semaine-ci, qu'on se rend compte qu'on avait une société qui était capable de transformer la tomate en pâte, en fait, de nous faire consommer cette tomate. Cette société est tombée en faillite depuis les années 2000. Une infrastructure de près de 80 milliards d'investissements dans la broussaille, dans le Noum. Mais comme on parle d'une crise de tomates, parce qu'il n'y a plus de marché. On a commencé à ressasser ce passé-là. On s'est rendu compte, en réalité, on avait une pré-industrie dans ce secteur-là. En réalité, on avait des pré-industries dans tous les secteurs qui sont questionnés aujourd'hui. Donc, il y a aussi un problème stratégique. Le fonctionnaire ne peut pas être bien payé si c'est que les entreprises de production ne sont pas mises à niveau. Ça, c'est une évidence. Parce qu'à un moment également, l'État ne pourra plus être capable de prélever auprès de ceux-là qui produisent. L'État ne va pas toujours payer les fonctionnaires en vendant ses ressources. Ça ne va pas marcher de toutes les façons. Si on continue avec ce que le monde nous offre là, ça va être la catastrophe d'ici quelques années. Donc il faudrait qu'on mette sur pied. Et je suis d'accord avec ce que Anatole dit sur le plateau, que peut-être le Covid-19 était une occasion en or pour les économies africaines de se restructurer. En réalité, de s'appuyer sur un certain nombre de piliers pour pouvoir apporter de la plus-value, les permettant de financer le développement, mais davantage d'entretenir son budget, parce que le budget c'est 3 parties, en réalité paiement à dette, investissement et le fonctionnement. Mais dans notre cas, généralement, le fonctionnement a un pourcentage largement plus élevé que l'investissement et le paiement de la dette, ce qui est un peu anachronique. Mais c'est lié au fait que les fonctionnaires doivent se faire entretenir. Et ils n'ont justement pas d'efforts à faire pour apporter des réponses liées, par exemple, aux problèmes conjoncturels que traverse notre économie et que traverse le monde. Messieurs, nous allons dire un bonjour particulier à tous les internautes, à tous ceux-là qui nous suivent sur Internet, à Ikoum Patrick qui est avec nous depuis le matin, à PRV Diki qui dit bonjour en studio, à vous en studio. Dr Yam, toujours aussi pertinent dans ses interventions. Je suis toujours connecté. Il y a également Zaché Ndjenjok qui dit bonjour Patrick, bonjour Olivier Mboko, bonjour les panélistes de DBS TV. Je dis merci à Dr Yam pour vos interventions assez édifiantes pour le développement du Cameroun et de l'Afrique. Vous êtes nombreux, hein, au fur et à mesure qu'on aura quelques secondes, je pourrai lire justement chacun de vos messages. Je me tourne justement vers Edmond Kuaté. Pendant ce temps, il y a des Camerounais qui sont en chômage. Qu'est-ce qui a été prévu justement pour ces Camerounais qui, il faut le dire, il faut également dire que personne n'avait prévu que ces personnes resteraient à la maison, sera au chômage, sera en congé technique. Qu'est-ce qui a été prévu pour ces personnes qui sont en congé technique alors que ce n'était pas prévu?
Non, mais il faut dire que rien n'a été prévu. Globalement, rien n'a été prévu. Donc ça signifie qu'il va y avoir des familles, des milliers de familles qui vont souffrir. Non, mais je crois qu'il y a, comment vous l'appelez, l'Institut national des statistiques qui a fait un petit travail pour démontrer que le taux de pauvreté était en nette croissance dans notre pays et que les gens, n'est-ce pas, éprouvaient davantage de difficultés dans notre pays. C'est normal parce qu'il faut savoir qu'au Cameroun, lorsque vous mettez une personne en chômage, vous mettez 10 personnes en difficulté, en moyenne. C'est ce qu'il faut retenir. Et donc, il faut dire une chose. Je voudrais dire à Anatole que le JICAM ne se plaint pas trop. Le JICAM se plaint. Et c'est normal que le JICAM se plaigne. Et je vais dire, le JICAM n'est pas responsable ou alors du mutisme ou alors de l'inaction des autres organisations patronales. Le JICAM fait le travail qu'il devrait faire. C'est normal. Il ne se plaint pas trop. Et effectivement, le JICAM n'a pas été mêlé, n'est-ce pas, au travail qui a été fait par les fonctionnaires à Yaoundé, notamment par exemple pour la distribution de l'enveloppe de 180 milliards. Le JICAM n'a pas été mêlé, ça n'a pas été un travail concerté. Et donc on a cette habitude-là que les fonctionnaires, n'est-ce pas, ont la science infuse et ils s'asseyent dans leur bureau et ils prennent un certain nombre de décisions sans se concerter avec l'ensemble des partenaires sociaux et l'ensemble, n'est-ce pas, des, je vais dire, des agents, des opérateurs économiques. C'est pas très bon. De ce qui se dégage, la constance qui se dégage, c'est qu'il y a une nécessité absolue qui s'impose aujourd'hui par rapport à la structuration de notre macroéconomie. C'est qu'il faut mettre l'accent sous l'appareil de production locale et réduire la forte dépendance à l'importation. Parce que nous avons l'habitude de le dire que nos pays souffrent d'une triple extraversion. Oui. Et il faut limiter cette triple extraversion. C'est-à-dire qu'il y a d'abord l'extraversion de nos matières premières, c'est-à-dire qu'on produit notre cacao, on l'envoie ailleurs, on coupe notre bois. On l'envoie toujours ailleurs. On produit... Le riz même, on l'envoie toujours de ce côté-là. Voilà. Il y a même une incongruité qui est apparue ces derniers temps, c'est qu'on a cédé des vastes hectares de terre aux Chinois qui produisent le riz, mais pour les besoins de consommation de leur pays. Alors que nous, entre-temps, nous mettons des sommes faramineuses, nous asséchons... À importer le riz, 500 milliards de francs CFA par an. C'est-à-dire que quand vous dites 500 milliards, vous convertissez ça en euros, tout ça, ça vient de notre compte des opérations. Ça veut dire que pour que nous puissions manger le riz, il faut qu'on vende notre bois et notre pétrole uniquement pour manger du riz et du poisson. Pourtant, nous avons de quoi produire localement. Il y avait la Sodérim, il y avait la Semri, pardon, il y avait tout ça. Mais aujourd'hui, ce sont des outils de production qui sont totalement abandonnés et nous dépendons fortement de l'importation. Donc il faut limiter cette triple extraversion. Il faut limiter cela. On extravertit nos produits, on extravertit même nos idées. Ça n'a pas de sens. Est-ce que vous savez qu'il y a un problème aujourd'hui chez nous? C'est que nous importons même les idées. Je vais vous dire une chose. Quelles sont les décisions prises dans le cadre de cette crise de Covid-19 que vous avez l'impression que c'est la substance même de la pensée camerounaise? Vous savez, lorsqu'on décide d'ouvrir les écoles chez nous le 1er juin, c'est après que la France a décidé d'ouvrir les écoles le 15 mai, le 11 mai. Ça veut dire que chez nous, nous-mêmes, il n'y a pas une équipe qui véritablement... Qui réfléchit justement pour les Camerounais. Et se dit... Voilà le problème auquel nous faisons face et voilà la solution que nous proposons. Dites-moi, sur le plan local, quelle est l'équipe, quel est le collège de virologues, d'immunologues, de pneumologues qui sont au travail pour observer, n'est-ce pas, cette crise et nous proposer un protocole de soins dans notre pays? C'est qui? C'est quelle équipe? Non. On est là, on a l'oreille, on tend l'oreille. Docteur Raoul dit que la quinine peut soigner. Oh non, prenez la quinine. Et puis vous avez notre ministre des Recherches scientifiques qui nous dit non, je peux produire de la quinine. Mais sans que personne n'ait fait une observation, une étude, pour vous dire, voici, au bout d'une observation d'une semaine, après avoir appliqué sur 2-3 patients, voici ce que nous pouvons conclure. Personne ne le fait.
Si le lendemain, on dit en France que non, vraiment la théorie de Dr Raoul ne tient plus, tout le monde dit, ah non, il faut arrêter un peu d'utiliser votre histoire de quinine là. C'est quoi ça? Mais nous sommes devenus le dépotoir de la pensée résiduelle occidentale. Ce n'est pas bon. Et même sur le plan économique, c'est pareil. On n'arrive pas à endogéniser les théories économiques pour pouvoir, n'est-ce pas, mettre en place une chaîne de valeur économique propre à nos atouts, à nos réalités, à nos pensées. C'est de ça dont il est question. Pourquoi? Parce que vous allez vous rendre compte qu'à chaque fois qu'une théorie économique sort de l'extérieur, on prête l'oreille, on va prendre ça brut et on pense qu'on va venir appliquer ça chez nous. C'est faux, ça ne marche pas comme ça. Il faut apprendre à endogéniser les théories économiques. Il faut apprendre à bâtir une structure macroéconomique en partant de nos propres réalités à nous. Je crois que c'est Pépin qui citait un certain nombre d'outils que nous avons abandonnés, Sodéblé, je sais pas, Semri, tout ce que nous avons. Il y avait même une société de tannerie qui tannait le cuir, je crois que c'était au nord et tout ça. Nous avons abandonné tout ça et nous importons énormément. Le docteur Yam faisait cas, n'est-ce pas, du bois. Vous savez, nous exportons beaucoup de bois en grumes. Et vous savez, on importe beaucoup de meubles, l'essentiel de nos meubles, même dans les, je vais dire, dans les bureaux de nos fonctionnaires, ministères de et nos tout ce qui va avec. autres. C'est importé. Je vais vous faire un petit calcul rapide. Le bois le plus cher vendu, en dehors, n'est-ce pas, des espèces spéciaux, le bois le plus cher vendu pour la fabrication des meubles et autres, c'est 500 000 le mètre cube. Les bois spéciaux comme le bubinga, ça peut aller jusqu'à 1 million, 1,3 million le mètre cube. Mais quand je reste dans les espèces ordinaires, le bois le plus cher vendu, c'est 500 000 le mètre cube. Mais lorsque vous allez dans une surface pour acheter un meuble qui n'a pas 1 mètre cube de bois, parce que généralement les gars trichent, ils te prennent de la sciure, ils compactent et puis ils mettent du formical et autres. Le bois massif en meuble, ça n'existe presque pas chez nous. Vous touchez un meuble, on va vous dire 3 millions, 5 millions. Vous vous rendez compte? Et il y a des gens qui sont prêts à acheter, hein, d'ailleurs qui achètent. On en achète. Si les gens continuent de faire venir ça, c'est parce qu'il y a une demande. Il y a de l'achat. C'est ça dont il est question. Pourtant, il y a des Camerounais qui fabriquent d'ailleurs de très beaux salons, il faut le dire. Sur le Mais très beaux écoutez, fauteuils. Personne ne les regarde. Ils touchent beaucoup. Bon. Et puis, je vous fais un autre petit calcul. Nos producteurs de cacao, ils vendent leur cacao à 600 francs. Quand c'est très cher vendu, c'est 1000 francs le kilogramme de cacao. Mais quand vous allez dans nos surfaces pour acheter du chocolat, 200 grammes de chocolat vont vous coûter 2500 francs. Et parfois, vous n'avez pas 200, c'est de la poudre du chocolat. Vous avez dans ces 200 grammes là, ce que vous appelez plaquette de chocolat qui coûte 2000 francs, vous avez moins de 20% de chocolat. De chocolat. De cacao. Du cacao pur. Vous avez moins de 20% de cacao pur. Le reste, c'est des arômes. 70% de sucre. Oui, c'est des arômes, c'est des machins, des graisses, des graisses animales compressées et tout. C'est de ça dont il est question. Vous vous rendez compte? Ça veut dire que pour qu'on importe 1 kilogramme de cacao, il nous faut en moyenne 15 à 20 000 francs pour qu'on importe 1 kilogramme de cacao, alors qu'on a vendu 1 kilogramme de cacao à 1000 francs. Mais pour importer le même kilogramme, j'ai dit transformé en produit machin, ça va vous faire au moins 20 000 francs. Comment est-ce que vous n'allez pas avoir, n'est-ce pas, une balance de paiement structurellement déficitaire? J'ai dit bien structurellement déficitaire. Comment? Parce qu'après, il vous faudra, pour combler le vide, il vous faudra vendre le pétrole pour importer du chocolat, vendre le bois pour importer du chocolat. Et donc, vous serez toujours déficitaire dans votre balance extérieure de paiement. Les piliers, les agrégats d'une économie sont connus. C'est la production, c'est la transformation et c'est la consommation. Voilà les agrégats de l'économie. Et donc, vous mettez en place une chaîne de valeur qui tient compte de ces agrégats. Vous produisez, vous transformez et vous consommez. Aujourd'hui au Cameroun, on a de quoi produire. Et pour produire, il faut avoir, pour transformer, il faut juste le know-how et la technologie. Pour consommer, il faut les moyens pour consommer. Voilà ce qu'il faut pour consommer. Donc voilà l'économie.
Produire, c'est simple. Transformer, il faut le know-how, il faut avoir la technologie. Consommer, il faut avoir le pouvoir d'achat. Pourquoi est-ce que nous ne pouvons pas le faire? Comment est-ce que vous pouvez concevoir qu'on mette autant d'argent pour importer du poisson alors que nous sommes ouverts sur 2 côtes maritimes et nous sommes bondés de fleuves, Vouri, Sanaga et tout ce que vous voulez. À Kribi, au sud-ouest, nous sommes ouverts sur la mer. À Kribi, nous sommes ouverts sur la mer. Et nous laissons les Chinois venir faire la pêche chez nous alors que nous avons cette potentialité, nous avons une zone maritime importante, on n'arrive pas à produire du poisson, on met beaucoup d'argent pour produire du poisson. Et donc, moi je dis, il faudrait qu'on apprenne à mettre en place chez nous des chaînes valeurs de production économique, de biens et de produits économiques qui répondent, n'est-ce pas, à nos propres besoins locaux. Produire sur place, on a de quoi produire sur place. Transformer sur place, on peut transformer sur place. Et consommer, forcément, il y a des consommateurs. Il y a des consommateurs. Il suffit de bien restructurer l'économie pour pouvoir donner à chaque Camerounais un pouvoir d'achat acceptable et puis nous allons consommer. Et nous sommes en plus un hub, ça veut dire que si vous produisez au Cameroun, au Tchad, vous allez vendre, en Guinée équatoriale, au Gabon, vous allez vendre et partout. Et en RCA. Et donc, j'ai dit que la crise, n'est-ce pas, cette crise de Covid-19 est une opportunité parce que moi, c'est comme ça que moi je vois un peu, j'ai défini un peu la crise comme les Chinois parce que les Chinois définissent la crise en 2 pictogrammes, c'est-à-dire les problèmes et les solutions. Et donc, lorsque derrière une crise, vous ne pouvez pas percevoir les solutions, vous ne voyez que les problèmes, ce n'est pas bon. Il faut savoir voir derrière une crise une opportunité, une solution. C'est comme ça que ça se voit. Quelle est l'opportunité que cette crise nous donne? Cette crise nous donne de pouvoir changer de paradigmes économiques chez nous, de pouvoir voir la faiblesse de notre structure macroéconomique et de pouvoir revoir les piliers de notre économie. Arrêter l'extraversion, la triple extraversion dont je parlais. Cessez de croire que pour qu'on mange du pain, il faut qu'on dépende du blé qui vient de l'autre côté. Cessez de croire que pour qu'on mange du riz, il faut que les Thaïlandais travaillent. Il faut que nous-mêmes nous puissions travailler pour manger du riz. Cessez de croire que pour qu'on mange de l'huile ici, il faut que les gens travaillent ailleurs, alors que nous pouvons produire. Nous étions dans les années 80 les donneurs de leçons. C'est nous qui avons appris aux Malaisiens à produire de l'huile rouge. Quelques années après, les mêmes Malaisiens sont venus acheter Evecam où ils ont été formés. C'est quand même une incongruité chez nous. C'est Evecam qui a formé les Malaisiens parce qu'ils sont venus apprendre à produire, n'est-ce pas, le palmier à huile chez les Indonésiens. Non, les deux. Les Malaisiens. Les Malaisiens surtout. Oui. Ah, okay. Et donc, aujourd'hui, ils sont revenus acheter, n'est-ce pas, Evecam. Est-ce que ça fait du sens? Mais nous devons apprendre à nous poser les bonnes questions. Et je veux conclure en disant, Dr Yam a parlé de quelque chose. Les gens on tire souvent trop sur le gouvernement. Le gouvernement il faut savoir que le gouvernement est parfois dos au mur. Parce que l'argent qu'on demande au gouvernement, c'est de l'argent qu'il faut trouver quelque part. Et on a aujourd'hui la faiblesse, il faut le savoir, c'est que nous n'avons pas de banque centrale. Parce que si nous avions une banque centrale, on aurait plus de marge de manœuvre. Mais dans la banque centrale, si vous avez le véhicule de la France, ça ne passera pas. Ça ne passera pas, messieurs, on vous comprend parfaitement. C'est plus que 12 minutes pour sortir de cette édition. C'est pour ça que j'ai dit que nous n'avons pas de banque centrale. Toutes les solutions que vous avez vues l'Union européenne décliner, ça repose sur la BCE. C'est la BCE qui va trouver les solutions. Et quand on parle de plan de relance, il faut que les gens cessent de croire que c'est de l'argent qu'on va distribuer aux gens. Ça se décline en un certain nombre de mesures. Les garanties et autres, les allègements fiscaux, les allègements douaniers et autres. C'est de ça dont il est question. Chez nous, par exemple, si vous décidez de mettre en place un plan de relance de 500 milliards, cet argent, il faut le trouver quelque part. Vous allez le trouver où? Vous allez le trouver. Merci beaucoup, Edmond Katé, pour tout cela. Il n'y a que plus que 10 minutes pour sortir de cette édition. Le temps passe, messieurs, très très vite. Dr Yam, pendant ce temps, il faut le dire, la crise continue et on a souvent dit que dans cette crise, il y a des solutions. On peut même d'ailleurs trouver des solutions. C'est même une opportunité. Mais on a l'impression que depuis des années, depuis des mois, on en parle, mais personne n'écoute. Je vais faire 2 remarques préliminaires.
La première remarque, c'est que on dit que d'un côté, il y a ici qui dit que le JICAM se plaint trop, et puis de l'autre, il y a Kouyaté qui dit que non, le JICAM se plaint tout simplement. Et qui ajoute qu'il n'a pas été, par exemple, associé à la répartition des 180 milliards. Non, le JICAM n'est pas le gouvernement du Cameroun. Et c'est parfois ça le problème. Le JICAM n'est pas un gouvernement bis au Cameroun. C'est un syndicat. C'est un syndicat de chefs d'entreprise. Et quand le gouvernement veut décider de son plan de relance, il a écouté et maintenant il décide de ce qu'il va faire. C'est un gouvernement, c'est lui qui est souverain. Son plan de relance peut être, enfin, la répartition de ces 180 milliards peut être mal organisée, mais c'est ça le travail du gouvernement. La deuxième chose, c'est qu'on ne fait pas un plan de relance en distribuant de l'argent. On fait un plan de relance à travers la commande publique et à travers les grands travaux ou à travers de grands projets industriels, agricoles, etc. Nous avons raté l'opportunité de pouvoir, comment dire, limiter les effets de cette Covid à travers la gestion catastrophique du programme de préparation de la CAN. Si ça avait été mieux géré, on n'en serait pas là. On n'en serait pas du tout là. Aujourd'hui, je crois que nous sommes en train de payer cash les erreurs et les fautes de management de cette période-là. Et du plan triennal aussi. Je n'ose même pas rappeler ici le plan triennal, on a parlé, ne vous inquiétez pas. Le plan jeune. Je n'ose même pas revenir là-dessus. Je n'ose pas revenir sur le raté d'un certain nombre d'entreprises comme les Camerco, parce que ça s'agit de 200 milliards qu'on a mis là-dedans, etc. Donc, près de 4 milliards, 4 000 milliards hein, de ces entreprises. Donc, aujourd'hui, quand vous prenez la dette, particulièrement, disons, la dette extérieure de l'État du Cameroun, vous êtes dans l'incapacité de dire à quoi l'argent a servi. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas dire, voilà l'usine qu'on a créée, voilà la route, très peu de choses en fait. Et c'est ça les problèmes de fond. Je crois qu'aujourd'hui, le président de la République a besoin d'un ministre de l'économie. C'est le ministère de l'économie, du plan et de l'aménagement du territoire. D'ailleurs, je n'ai jamais compris pourquoi on a distingué ministère de l'économie, ministère de la finance au Cameroun. Parce que quand vous avez ces deux ministères réunis, le ministre a une meilleure vision stratégique. Il lui faut un ministre de l'économie et des finances qui se lève, qui réhabilite les anciennes entreprises, mais les choses comme le Sodéblé, c'est une catastrophe. À la fois une catastrophe culturelle, mais également une catastrophe économique. Mais les gens sont dans un environnement où on mange le macabo, le mil, le sorgho. Vous venez cultiver du blé. C'est quoi cette affaire? Si on avait créé la société de développement du sorgho, on n'en serait pas là. Pourquoi on n'a pas développé la société de développement du mil? Pourquoi on va créer une société de développement du blé? C'est ça l'extraversion dont parle Kouyaté. On n'a pas besoin de ça. Ce dont nous avions besoin, c'est de nous assurer que on consomme du sorgho de la Mauritanie, du Sénégal jusqu'au Soudan. Vous voyez le marché? Ça fait combien? Aujourd'hui, c'est plus de 500 millions, 600 millions de personnes. Ça, c'est un vrai marché. Mais vous voulez créer le saut des blés parce que vous voulez faire comme les vous mangez le pain le matin. Manger le pain le matin. Vous pouvez manger du pain de patate. Vous pouvez manger du pain de manioc. Vous pouvez manger du pain de mil. Vous pouvez manger du pain de sorgho. Vous pouvez manger du pain même de haricots. Vous pouvez manger du pain fait à partir d'autres choses. À partir du plantain. C'est d'ailleurs plus délicieux. Il peut avoir du plantain mieux. C'est quand même plus agréable à manger. Je crois qu'aujourd'hui, le président a besoin d'un tel ministre qui a une vision stratégique, qui est liée au fait qu'il cumule à la fois la connaissance, ou si vous voulez, il a la main sur à la fois les projections et les moyens de la projection. Mais vous avez quelqu'un qui gère la projection, qui n'a pas nécessairement connaissance des moyens dont on peut disposer. Il faut que son collègue lui donne des réponses. Et il y a autre chose au niveau de l'organisation de notre gouvernement. Vous avez 12 ministères économiques. 12. Comment on coordonne le travail de 12 ministères économiques? Qui se chevauchent. Qui se chevauchent, qui ne se parlent pas, qui n'ont pas une orientation pas précise. 12 ministères économiques, 5 ministères en charge de l'éducation. Comment on organise un État comme ça, un gouvernement comme ça? C'est trop compliqué. Et à partir de là, on comprend pourquoi notre Premier ministre est incapable de répondre aux entreprises. Il ne peut pas répondre. Parce qu'il a 12 ministères économiques, il a 12 ministres qui ne lui ont pas présenté chacun un rapport précis de ce qu'il y a dans son secteur. Et quand bien même ce serait le cas, il faudrait encore faire une synthèse au-dessus.
Vous voyez la complication du travail. Et quand vous vous souvenez de comment, quand tu parles d'un document stratégique global, vous vous souvenez de comment les DSCE, les DSRP ont été faits, qui nous ont coûté des dizaines de milliards. Et ça a pris combien de temps? Qui sont un flop. Et qui aujourd'hui sont pas forcément... Mais j'ai plus que 5 minutes pour sortir l'édition. Donc je vais dire... Oui, alors, je pense qu'il y a 2 ou 3 choses à faire, un certain nombre de choses à faire. Il vaut mieux être énumératif, on ne peut plus développer. La première chose, c'est que toutes les organisations patronales organisent rapidement, et je leur propose de le faire, et je pense que sur ce plateau, on peut s'entendre pour les aider à le faire. Il faut que toutes ces organisations-là organisent une sorte de concertation nationale des entreprises. Et que sur la base de ce qu'ils auront tous décidé en tant que chefs d'entreprise, ils sortent un petit document d'une dizaine ou d'une vingtaine de pages qu'ils vont soumettre au gouvernement. Là, on aura la vision, les problèmes de tout le monde et on aura les propositions de tout le monde. Deuxième chose, il faut qu'au niveau de l'État, il n'est jamais tard pour bien faire. Le président de la République doit refaire son gouvernement et le ramener à 18 ministères maximum. Il y en a trop, ça consomme trop et on ne sait pas ce que ces gens-là font. Redéployer dans les ministères tous les ingénieurs et techniciens qui ont des postes qu'ils ne devraient pas occuper. Dans des entreprises qui existent, aller refaire l'usine, aller réhabiliter l'usine de production, de transformation de la tomate, aller relancer la production de riz à 100 or, ça s'appelle pas Sanchou, ça s'appelle 100 or. Je ne comprends pas cette façon de modifier les noms des localités dans notre pays. Ça s'appelle 100 or, ça s'appelle pas Sanchou. Donc, aller relancer le riz à 100 or, à Yagua, à Ndop et un peu partout. Et aujourd'hui, avoir une stratégie de limitation des importations de tout ce qui est alimentaire. Vous ne pouvez pas manquer d'argent, tout le monde se plaint, le JICAM se plaint, l'État se plaint, et vous importez à manger. Donc on doit relancer la production de poissons. Le poisson, c'est 4 mois, 4 à 6 mois. Le riz, la patate, tout ça, c'est 3-4 mois. Alors, vous relancez toutes ces productions-là. Et toutes les minoteries que nous avons qui tournent avec du blé doivent tourner avec de la patate, avec du manioc, avec du sorgho et du mil. Dernier point important, rapidement, il faut que les concertations, les concertations entre l'État et les entreprises doivent déboucher sur la création de notre propre monnaie. Elle peut être locale, elle peut être nationale, elle peut être sous-régionale, qu'importe, mais quelque chose qui fait que quand nous avons besoin des problèmes de relance comme actuellement, c'est nous qui décidons de l'enveloppe que nous pouvons mettre sur la table. Et que les 180 milliards, là, il faut savoir que quel que soit ce que l'État fera, ça doit reposer sur 3 choses. Les grands travaux, les grands projets, la commande publique et non pas la distribution de bonbons. Merci beaucoup. Je vais me tourner vers Albert Anatola ici. Pas mal de choses ont été dites. Moi, j'insiste sur le fait qu'il y a encore des Camerounais qui sont à la maison. J'insiste également sur le fait que, jusqu'à preuve de contraire, il y a des choses qui n'ont pas encore changé et que la crise va continuer. Oui, je voudrais dire 3 choses. La première, c'est que ces Camerounais ne devraient pas se retrouver au quartier. On devrait trouver plutôt une autre alternative. Une autre solution. C'est-à-dire, par exemple, réduire les salaires. C'est une alternative. La seconde chose, c'est quoi? C'est qu'il faut qu'on sorte de l'économie de services. L'économie de services, ça ne produit pas de richesses. Et puis, c'est bien beau de construire des immeubles, comme c'est le cas actuellement, on dit qu'il n'y a pas d'argent, mais vous voyez les chantiers qui grimpent. Mais l'économie de béton, ça n'existe pas, ça bloque l'argent. Il faut construire des usines pour donner de l'emploi aux gens. C'est bien beau de construire un immeuble de 10 niveaux, mais ça ne donne de l'argent qu'à votre famille et à vous-même. Donc, qui est vide la plupart du temps. Donc, ça, c'est important. Donc, moi, je pense que... Bon, maintenant, la deuxième chose que je voudrais dire, c'est que il faut que le Cameroun s'inscrit dans une politique de projet structurant. Lorsque je parle de projet structurant, je parle des projets intégrateurs. C'est-à-dire que je ne comprends pas que vous avez, par exemple, au Cameroun, des sociétés qui produisent, par exemple, du yaourt, mais qui importent, par exemple, la matière première. Pourtant, alors qu'il y a la possibilité de cultiver, par exemple, la matière première sur place. Donc, je pense que c'est important de le faire. Il y a ce nombre d'entreprises qui doivent être réhabilitées. Chaque secteur d'activité par le passé avait une entreprise. Tout à l'heure, nous avons parlé du bois, il y avait une entreprise qui fabriquait sur place les meubles et qui était acheté par le personnel de l'État à l'époque.
La dernière chose que je voudrais indiquer, c'est quoi? Rapidement, s'il vous plaît, le temps est... Oui, la dernière chose que je voudrais indiquer... Ouais, vous tous vous prenez du temps. Oui, c'est qu'il faut véritablement qu'il y ait véritablement une banque d'investissement au Cameroun. Vous avez le mot de fin, Eric Pepin-Beka, en quelques Oui, secondes. en fait, c'est un sujet passionnant. On en sort à forcément regarder avec beaucoup d'idées. Mais je voulais juste ajouter un peu de l'eau moulin. Par rapport au palmier à huile dont parlait Edmond tout à l'heure, c'est que la Malaisie et l'Indonésie à eux seuls ont à peu près 85% des parts de marché de production de l'huile de palme. Et que effectivement les Malais ont été formés à l'IRA de Mbongo dans les techniques de culture du palmier à huile. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'à l'époque on a deux espèces de palmier à huile qui poussent sur le territoire camerounais, c'est-à-dire l'espèce Ténéra et l'espèce Doura. Ce sont les espèces locales maintenant. Le croisement de ces espèces, l'espèce Piscifera et l'espèce Doura. Le croisement de ces deux espèces a donné l'espèce Ténéra qu'on appelle soit Soca Palme. C'est ce que les Malais, c'est cette technologie que les Malais sont venus apprendre ici et plus tard ils ont amélioré cette technique pour accroître le nombre de tonnages à l'hectare. Mais quel qu'en soit les cas, c'est un débat passionnant et c'est aussi l'occasion de Covid-19 pour que les uns et les autres se regardent, non pas chien de défaillance, mais essayer de voir l'intérêt du pays. Parce qu'en réalité, si on ne peut pas apporter des solutions optimales et proactives par rapport à cette crise, forcément, on va aller progressivement vers les crises sociales. Parce qu'une personne qui avait un boulot et qui ne travaille plus, forcément, devient un danger pour la société. Il faut donc qu'on y pense. On trouve justement une solution, messieurs. Merci d'avoir été là ce matin. Je tiens également à lire pour Christian Dior-Congo qui dit bonjour à votre consultant Eric Hemlet. Emmanuel Essimagel dit bonjour à vous sur le plateau. Les solutions pour l'économie camerounaise et africaine sont connues. Il faut juste un peu de courage de la part de nos décideurs et de ne plus céder aux menaces extérieures. William Etoundi nous fait savoir quelles sont les entreprises ayant des monopoles d'importation de riz, du poisson, du blé, de la tomate en boîte, du lait. Ces entreprises consommatrices de devises et responsables du déficit de notre économie et surtout de notre pays. À tous les téléspectateurs de DBS, prenez rendez-vous dans ce soir à partir de 21h sur nos antennes pour la toute première émission de SOS Parents. Eh bien, si vous êtes parents, si vous désirez de le devenir ou si vous avez des enfants à charge, cette émission est la vôtre. Elle promet d'être la meilleure d'ailleurs du genre, hein, il faut le dire. Ensemble, faisons de l'éducation de nos enfants une priorité. Rendez-vous est donc pris à 21h donc. Mesdames, messieurs, je vous dis merci d'avoir été là ce matin. Merci à toute l'équipe technique. Merci en tout cas d'avoir été des nôtres ce matin devant vos petits écrans. Au plaisir de vous retrouver demain pour une nouvelle édition. Restez sur DBS, l'information est en continu sur notre chaîne. Bonne journée à toutes et à tous et à demain, si peut-être à Dieu. Au revoir.